Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de drones intercepteurs, de défense solaire et plus largement de développement de l'industrie de défense au contact de l'Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Canter, CEO ou PDG. J'ai l'impression qu'on dit plutôt CEO quand on parle du monde des startups d'une manière générale. d'Alta Ares, qui est donc une startup française qui produit en particulier des drones, intercepteurs de drones, et qui est une des figures de proue de ces nouvelles entreprises de la BITD française, notamment du fait de vos déploiements en Ukraine. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors, on va parler de tout ça dans une seconde. Je vais juste faire tout de suite une précision sur le statut de cette émission, parce que les auditeurs savent que depuis plusieurs années, maintenant, le podcast vit en grande partie de la pub, notamment, mais pas seulement, avec des entreprises du secteur de la défense qui communiquent dans l'émission, notamment des partenaires réguliers, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est vraiment eux qui permettent à tout ça d'exister, surtout de faire un podcast gratuit et librement disponible. Et tout ça pour dire, ça me paraît pas du tout problématique dans l'absolu. Je me suis juste toujours dit que la condition pour que ça marche, c'est qu'il fallait être clair et transparent. Donc voilà, quand c'est de la pub ou du sponsoring sous ces différentes modalités, je le dis clairement. Et c'est donc pour dire que l'émission d'aujourd'hui n'est pas ça du tout. Je le mentionne parce que je reçois pas très souvent des acteurs économiques, disons, pour qui la question pourrait se poser. Et aussi parce que je sais qu'il y a des business models et des podcasts qui font des trucs comme ça sans être toujours très clairs sur le sujet. Voilà, pour être très transparent, Alta Ares n'est pas partenaire du Collimateur, c'est donc pas pour ça que je vous invite, c'est parce que je trouve que vous êtes dans une position et dans un marché que je trouve très intéressant et assez important à la fois dans l'absolu, mais aussi pour percevoir les évolutions, disons, du monde des industries de défense en ce moment. Et donc ça m'intéressait d'en faire une émission avec vous. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut parler de trucs plus intéressants, et notamment d'Alta Ares, qui est donc, comme je l'ai dit, une des réussites françaises, en tout cas du moment de l'écosystème start-up de défense. On croise quand même extrêmement souvent à votre sujet le terme de pépite, ce qui est... C'est peut-être parce que les journalistes se répètent beaucoup les uns les autres. Mais enfin, ça doit quand même être assez agréable de s'entendre qualifier de pépite à longueur d'article. Et avec donc des chiffres de levée de fonds de plusieurs millions d'euros, alors je ne sais jamais ce que ça représente et à quel point c'est bien. Enfin, j'imagine que c'est positif. Des usines qui ouvrent et des drones qui volent en Ukraine et ailleurs. Mais donc, avant de parler de tout ça, expliquez-nous quand même peut-être d'où ça vient, parce que c'est une entreprise qui n'est pas bien vieille. Vous avez été fondée en 2024. Tout à fait. Donc, comment ça a été fondé et quelle était l'idée de base ? Tout d'abord, merci de me recevoir, Alexandre. Alta Ares est une société française qui a pour particularité d'être née en Ukraine, qui est en fait liée à cette idée qu'on est une entreprise mission en fait. C'est-à-dire que lorsque les gens rejoignent Alta Ares, on leur donne une mission en fonction des problématiques auxquelles font face les forces armées européennes, dans son ensemble, plutôt dans l'Europe au sens d'Erasme, mais non pas de l'Union européenne et de Bruxelles, mais plutôt de la France jusqu'à l'Ukraine, en passant par l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, bien évidemment, et les Baltiques, auxquels on travaille beaucoup en ce moment. Et la problématique qu'on a identifiée il y a 2 ans résidait en fait sur le changement de paradigme qui s'opère aujourd'hui sur la guerre moderne. C'est pas très souvent que je fais une interview avec quelqu'un sur les startups et que vous commencez par citer Erasme. C'est quand même un truc assez perturbant, je m'y attendais pas, mais c'est très bien. Disons que lorsqu'on met autant d'énergie et de volonté à faire une startup, c'est quand même un choix qui est difficile parce qu'on sacrifie beaucoup de vie perso, mais aussi de moments et de journées qui sont finalement assez longues, des nuits qui sont assez courtes. C'est qu'il y a une forte conviction et on retrouve cette conviction chez nous, et parce que je porte aussi avec mes associés avec qui on a créé cette société l'envie de vouloir aider foncièrement à protéger notre continent. Et raison pour laquelle en fait quand on a commencé à travailler, c'était en Europe de l'Est, donc en Ukraine nommément, pour répondre à une problématique qui résidait dans la charge cognitive. Donc, c'est-à-dire qu'en fait à quel point un militaire peut-il faire face à une guerre de haute et longue intensité surtout, et comment en fait avec la technologie, notamment l'IA, mais pas que, aussi la fusion de données qui joue un rôle important dans nos produits, on peut arriver à finalement réduire cette charge cognitive et répondre à des problématiques auxquelles ces militaires-là font face. Et aujourd'hui, une des plus grosses problématiques qui malheureusement rythment les nuits et aussi les journées finalement ukrainiennes, mais aussi pas que maintenant, en Roumanie aussi, c'est la défense solaire. Et on a fait le parti pris. Mais c'était pas l'idée de base. Enfin, à la base, vous étiez sur le bien-être du soldat, et puis après, vous êtes aperçu que le bien-être était surtout impacté par les drones qui arrivaient, quoi. C'est lié. En fait, si on parle notamment du Shahed 136, c'est une arme qui est avant tout psychologique, donc qui est liée au bien-être. En fait, la charge explosive à l'intérieur, elle n'est pas si élevée que ça. C'est environ 30 à 50 kilos en fonction de charge explosive.
Donc finalement, ça fait des dégâts, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout en fait la notion de masse et en fait le bruit très particulier et distinct. Au début, on appelait ça les tondeuses à gazon. Les tondeuses ou les moustiques de toute l'année. Maintenant, il y en a tellement qu'on appelle juste ça des chaînes. Voilà, parce que tout le monde voit ce que c'est. Et ça devient vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien malheureusement. Et en fait, des Ukrainiens essentiellement. Pas que, aussi des Roumains plus récemment, des pays du Golfe aussi qui entendent ces mêmes bruits. Et en fait, je me rends compte que finalement les motoristes de ces chaînes doivent être très contents aujourd'hui parce que du Golfe Persique en passant par la Baltique et la mer Noire, ces chaînes avec ces moteurs-là sont partout. Donc la question en fait de qui... Tu pensais qu'ils ont fait exprès ou que c'est l'effet Stuka, c'est comme les Stuka pendant la Seconde Guerre mondiale où le bruit du Stuka, donc de la sirène en piqué, etc., faisait un effet psychologique majeur, quoi. Je sous-estimerai pas l'importance qu'apportent les forces armées russes aux éléments psychologiques, parce que même la propagande a toujours été une partie intégrante finalement de la guerre et de la doctrine militaire russe. Enfin, on peut se rappeler du cuirassé de Potemkin, d'Eisenstein, où vraiment il y a ce côté un peu culture et même l'aspect psychologique qui est très important. Donc peut-être ça l'a été. Il faudra sans doute poser la question à ceux qui produisent ces moteurs-là, qui doivent être un petit peu bien plus à l'est que Vladivostok, et qui fournissent ces milliers et des milliers de chaînes qui tombent chaque nuit finalement presque. Hier il y a encore une fois une nouvelle attaque, et donc c'est faire face à ces problématiques-là qu'Altares a décidé de prendre cette mission sur la défense solaire. Effectivement, antérieurement c'était sur la charge cognitive, mais c'est lié. Donc c'est comment en fait avec du logiciel et aussi avec du hardware, donc avec des effecteurs et non pas des drones intercepteurs, mais j'en reviendrai juste après sur la différence de terminologie qui s'impose. Comment en fait on va venir assister des missions que nos forces armées n'avaient pas l'habitude de faire, que ce soit la veille sectorielle qui était notre premier produit, donc Gamma ISR, qui faisait finalement de l'analyse et qui fait toujours l'analyse de flux vidéo en temps réel pour voir ce que l'œil humain ne verrait pas en raison du stress et de la fatigue. C'est-à-dire qu'en fait ça vient d'un postulat très simple qu'on a pu constater avec nos associés quand on était en Ukraine, incubé dans une unité de l'armée ukrainienne pendant 3 mois. Il faut s'imaginer vraiment un écran de télévision avec 8 flux vidéo retransmis en temps réel et un opérateur qui est devant et qui regarde s'il n'y a pas finalement des soldats russes qui cherchent à s'infiltrer en lisière militaire à gauche ou à droite. Donc c'est chiant, quoi. Et donc c'est une mission qui être dans l'armée, c'est beaucoup d'attente. On attend beaucoup et on se dépêche d'attendre. C'est quand même c'est une phrase qui revient souvent, mais la mission de militaire, malgré il y a de l'adrénaline, on voit du pays, mais la plupart du temps, c'est de l'attente. Et le moment où l'alerte éclate, il faut être prêt. Et est-ce qu'avec des moyens technologiques, on peut être prêt, donc avec de la fusion de données, avec de l'IA assistée sur du flux vidéo en embarqué, on peut finalement fluidifier ou du moins faciliter cette mission. Et du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Je ne dis pas qu'on y parvient. Effectivement, il y a le mot pépite, réussite. Il y a eu des réussites, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Et je pense qu'il faut le dire, ça fait partie de la vie d'une entreprise. On ne naît pas une pépite, je pense qu'on le devient, et c'est à force de travail, et c'est tous les ingénieurs qui composent Altares qui en fait donnent leurs pattes, et je pense que c'est ça qui nous caractérise. C'est le dicton célèbre le terme m'échappe à l'instant de la vie militaire, c'est fondamentalement des moments d'ennui profond suivis par quelques instants de terreur absolue. Mais voilà. Mais c'est assez intéressant parce que ça pose la question de qui vous êtes, de ce que vous savez faire, parce qu'évidemment on ne monte pas de la même manière une boîte d'analyse de flux vidéo et une boîte qui fait des trucs qui volent à plusieurs centaines de km/h. Donc voilà, ça pose la question en fait de comment vous l'avez monté cette boîte et surtout de comment ensuite vous avez évolué, parce que le software et le hardware c'est quand même deux segments certes évidemment complémentaires mais vaguement distincts dans les compétences et dans les capacités à avoir à la base, et donc passer de l'un à l'autre c'est pas si évident, quoi. Tout à fait. Il y a 2 temps dans la réponse que je peux apporter, hein. Donc comment on l'a monté. Encore une fois, on l'a monté avec une conviction forte de vouloir aider des militaires qui n'étaient ni plus ni moins moi de mes camarades du lycée que j'ai eu en Ukraine, parce que j'ai pas fait une partie de mon lycée en Ukraine, donc c'est des gens avec qui j'étais au lycée, et que je voyais en fait, au lieu d'avoir une vie tout à fait normale d'Européens qui vivent dans un continent en paix, étaient en banlieue de Chirokine, donc à proximité de Mariupol, alors que pourtant rien ne leur prédestinait à avoir une vie comme celle-ci.
Et donc on s'est dit comment on peut les aider, et donc du coup on a effectivement réuni... Mais donc vous aviez ce lien personnel à l'Ukraine et du coup cette connexion qui a un peu incubé la chose, quoi. Tout à fait, j'ai un lien personnel avec l'Ukraine parce que j'ai vécu une partie de mon lycée là-bas, et je suis rendu très régulièrement parce que je parle la langue, je l'ai apprise du moins sur place. Puis après j'ai vécu aussi 1 an en Russie, donc je parle russe aussi, et c'est une région qui me fascine, mais en même temps qui m'interroge, parce qu'on dit souvent que Descartes n'a jamais passé le Danube, par exemple. Il y a un peu ce côté irrationnel qu'on ne retrouve pas tant que ça finalement en Europe plus occidentale, et c'est une région qui m'a toujours beaucoup vraiment fasciné, même dans la littérature, que ce soit russe ou ukrainienne, ou même l'art. Il y a vraiment des artistes moi qui m'attirent, et donc j'ai vraiment cherché à comprendre, et même comprendre cette guerre, ou comment 2 pays qui ont eu à certains moments une histoire commune, aujourd'hui choisissent 2 voies foncièrement différentes, et comment on peut aider finalement un de ces 2 pays qui choisit la voie, à mon sens, sans être dans une logique un peu trop manichéenne du bien et du mal, mais la voie finalement la nôtre, choisir le camp européen, et un autre qui se tourne de plus en plus vers des régimes autoritaires, autocratiques. Et pour autant, j'ai vécu 1 an à Moscou, et c'était 1 an formidable de ma vie pendant la Coupe du Monde qui a remporté la France, où voilà, il y avait on sentait presque l'Europe dans les rues de Moscou, et je regrette ce moment un peu privilégié. Mais donc voilà, comment on l'a monté autour de cette mission de vouloir aider finalement ces soldats ukrainiens qui étaient certains de mes camarades du lycée et qui ont fait la guerre avant celle de 2022, donc la guerre ATO, l'opération spéciale dans le Donbass, finalement. Donc c'est l'opération terroriste spéciale du Donbass, qu'ils appelaient ça, et ATO, et ces camarades du lycée, quand la guerre a repris en 2022, ont finalement eu des positions assez élevées dans l'organigramme militaire, parce que c'était déjà une expérience passée. On a cherché à les aider, parce que c'était des gens qui avaient un certain devoir un peu moral, de se dire je peux pas rester sur mon canapé à ne rien faire. Et donc, mais comment vous vous êtes dit que vous pouviez les aider? C'est-à-dire, enfin, vous étiez quoi? Vous étiez ingénieur, puisque à la base vous vouliez faire du software, donc ingénieur informatique. Vous aviez un background militaire. Enfin, c'est quoi disons l'angle par lequel vous arrivez en vous disant ah tiens, il y a une start-up qu'on peut monter, nous on sait faire et on peut apporter quelque chose, quoi. On savait pas faire. On sait identifier un problème, sortir la tête du tunnel et essayer de trouver des solutions aujourd'hui avec ce qui est en open source. Donc il y a beaucoup de logiciels qui sont en open source aujourd'hui, qu'on a utilisé au début, et aujourd'hui qu'on arrive à avoir un format plus propriétaire, et encore on essaie de garder cette dimension très interopérable avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'était aussi l'avènement de l'IA. Je suivais les keynotes de Nvidia, où on arrivait à se dire qu'en fait avec un tout petit calculateur qui rentre dans la paume d'une main, on arrive à faire processer jusqu'à 60 flux vidéo avec 60 frames par seconde en temps réel. Alors qu'avant il fallait des maxi calculateurs de chez IBM qui étaient beaucoup trop coûteux. Aujourd'hui avec 400 € on peut le faire. Et je me dis est-ce que finalement tout cet avènement de la tech, avec cette course effrénée de la Silicon Valley entre ces géants qui s'affrontent à coups de milliards en relisant en open source plein de modèles d'IA, plus cet accès finalement au hardware, la vraie révolution de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est son accessibilité. L'IA existe depuis bien plus longtemps, mais en revanche son accessibilité c'est démocratisé, et comment on peut prendre cette accessibilité, la démocratiser non plus seulement dans l'aspect civil, mais aussi dans le monde militaire. Donc j'ai juste trouvé des ingénieurs qui eux étaient leur formation en IA, en software embarqué, en API, comment on a pu les permettre de répondre à ces problématiques et à juste sortir la tête de ce tunnel qu'est la guerre, où en fait on se croit... je dis pas qu'on a des œillères, mais on a une mission, on s'y tient, elle est quand même complexe, c'est notre vie et c'est de nos camarades qui est en jeu. Et quand il y a une main qui est tendue et se dire ok, on a des gens qui sont en France, qui vivent dans un pays en paix, avec l'accès à Internet, ce qui n'était pas le cas à Mariupol au demeurant, l'accès à des bases de données, l'accès à des crédits Nvidia, parce qu'on a été soutenu par le programme Inception de Nvidia, qui nous a beaucoup aidé. Alors, comment on met tout ça bout à bout et on arrive à coder. Et donc, c'est quoi des crédits Nvidia? C'est ils vous filent Il y a un programme qui s'appelle le programme Inception, auquel je recommande vivement toute startup qui s'intéresse à l'IA de candidater. Donc c'est sélectif, ça prend un peu de temps et il faut montrer patte blanche entre guillemets dans ce qu'on développe. Et en fait, ils vous mettent à disposition aussi bien des ressources de calcul, donc on va dire des GPU, donc vraiment de Graphic Processing Unit, mais aussi des formations avec des experts Nvidia pour résoudre en fait des problématiques auxquelles on fait face. Et si on prend un exemple très concret, indépendamment du flux vidéo et du GPU, il y a ce qu'on appelle des librairies autour qui permettent
à l'un de parler avec l'autre. Et donc tout ça, c'est des choses quand même assez pointues et où des ingénieurs d'NVIDIA nous ont aidés à faire en sorte que ce produit soit délivré dans des délais très records. Donc en 3 mois, on a pu délivrer un premier produit à l'armée ukrainienne, qui marchait pas d'ailleurs au demeurant. C'était quoi? C'était un logiciel? C'était un logiciel Gamma, effectivement. D'analyse de flux vidéo pour voir s'il n'y a pas un russe qui se cache en buisson. Quoi, exactement. Et donc au début, ne marchait pas parce qu'en fait, on a un problème de compression d'image. Enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Bon, non, mais c'est intéressant. Non, mais parce que c'est le delta entre... Enfin, je veux dire, tout le monde a vu des flux vidéo déjà, des trucs tout pourris, extrêmement saccadés, etc. Et là, ce que vous nous décriviez tout à l'heure, c'est la capacité globalement à faire ça en HD, où j'imagine que du coup, voire en 4K, voire en, je sais pas, où j'imagine que du coup, on peut détecter beaucoup plus de choses, beaucoup plus loin, de manière plus fidèle. Si vous êtes obligé de compresser comme des malades et que ça dégrade le flux, forcément, ça va dégrader l'analyse aussi, quoi. Ça dépend où est-ce qu'on le reçoit, le flux vidéo. Donc effectivement, au début, on recevait beaucoup sur des GPU qui étaient au niveau de la station sol, donc au niveau de l'opérateur finalement. Et après, en fait, on a découvert qu'il y avait des GPU qui étaient beaucoup plus compacts et petits, qu'on a pu optimiser en fait en coupant plein de ports qui ne servaient à rien, des ports USB qui étaient dessus, on les enlève. Donc là, ça devient même plus que du logiciel, hein. Il y a une partie vraiment carte électronique, donc on est venu customiser des cartes électroniques, les mettre dans les drones en embarqué, donc c'est plus de l'IA au sol, mais c'est de l'IA embarquée, donc avec moins de puissance de calcul, mais en étant plus optimisé. Et cette optimisation, on a pu développer une petite expertise qui est infime. Ah, du coup, c'est le drone lui-même qui reconnaît le truc, et il transmet juste l'information quand il y a un ping, au lieu que ça arrive à l'opérateur qui lui doit processer en distanciel le parce que le flux vidéo est contrasté. Donc voilà, ça c'est vraiment comment on l'a monté, donc autour d'une problématique, la charge cognitive. On prend des ingénieurs, on leur dit le problème c'est ça, la solution ça peut être ça, testons-le, et si ça ne marche pas, on vient répondre et essayer de fixer les bugs. Et c'est ça qu'en fait que les Ukrainiens ont aimé, c'est notre capacité de dire que même si ça ne marchait pas au début, on est resté et on a continué à itérer, et c'est ces cycles d'itération qui, je pense, font aussi l'ADN de notre société, de se dire que même si on va pas surspécifier un système, parce qu'on ne sait pas, et personne ne sait, ça va tellement vite, et la technologie va tellement vite, que si on met 2 ans à écrire des specs, et ben en 2 ans, il peut y avoir 10 itérations d'un concurrent. Les specs, c'est les spécifications techniques, techniques du produit. Donc voilà, donc là c'est comment on l'a monté autour de ces cycles d'itération. Donc on avait une structure très agile, donc on essaie de garder autant que possible avec... Vous étiez combien à l'époque ? On était 7, donc il y avait 4 associés fondateurs, et on avait des freelances à droite à gauche, des gens qui bossaient d'ailleurs dans d'autres boîtes à côté d'IA, mais juste la mission les intéressait. Ils disaient en fait moi je fais de l'IA, mais je trie quelque chose on fait de l'IA d'optimisation pour des choses qui sont pas, il n'y a pas un côté un peu mission critical, enfin de mission critique dans ce qu'on fait. Et en fait, ça m'intéresse de faire ça sur mon temps libre, quoi. Et mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est des skills qui sont très je sais pas, des trucs de repérage d'anomalies, quoi, qui sont des trucs aussi bien dans les flux bancaires, dans absolument tout, qui est. Alors, il y a eu une époque où on appelait ça le big data. Ensuite, maintenant, on a passé tout ça en IA. Enfin, largement, c'est du rebranding aussi, même s'il y a des outils qui sont aussi un peu différents. Mais c'est intéressant la transposabilité et de militariser tout ça. Tout à fait. En quelque sorte. Mais alors, la question. Comment on évolue ? Non, surtout au début. On va revenir sur comment vous évoluez, mais la relation avec les Ukrainiens, puisque vous êtes né en Ukraine, vous avez mentionné rapidement tout à l'heure que vous avez été incubé pendant 3 mois dans une unité. Globalement, ma question, c'est comment vous vous êtes inséré dans la machine de guerre ukrainienne, dont on sait qu'elle est agile, qu'elle était protéiforme et que c'était ça qui a fait son truc. En même temps, il y a aussi des questions assez connes, mais de sécurité, quoi. Enfin, je veux dire, comment on fait il y a 4 mecs qui se présentent comme des Français et qui veulent avoir accès au flux de la ligne de front. Est-ce qu'on leur file tout d'un coup? Enfin, bref, ça avait un côté un peu Far West, et en même temps, fonctionnellement, ça a plus ou moins marché, cette agilité ukrainienne. Donc voilà, comment ça s'est présenté pour vous, quoi? Bon, effectivement, c'est... les Ukrainiens et la SecOps, c'est 2 mondes qui s'entrechoquent. Enfin voilà, qu'on se dise, il y a quand même un aspect où les Ukrainiens ont réussi à communiquer et aussi à ouvrir finalement des informations qui étaient auparavant personnellement très secrètes, et à dire en fait ça fait partie de notre réalité, et si on veut que le monde soit à nos côtés, on doit le montrer. Et finalement, dans la guerre, il y a un aspect très psychologique de ne pas se sentir seul non plus.
Et le fait de voir 4 Français débarquer et finalement être dans des postes de commandement avancés avec le flux vidéo en temps réel, moi ça me semble toujours très... Enfin, je pense que ça arriverait difficilement dans une unité plus classique de l'OTAN, et encore que, les chakras sont en train de s'ouvrir énormément, et on le voit de plus en plus en ayant accès dans beaucoup de pays européens à des formations très privilégiées, mais ça fait partie aussi des niveaux de classification qu'on obtient progressivement aussi au fur et à mesure que la maturité évolue. Mais c'était pas vrai que pour ça. Enfin, ils ont accueilli toutes sortes de... Enfin, je sais plus, il y a des dronistes qui en parlaient là. Enfin, qui disaient il y avait des mecs qui ont débarqué et la moitié étaient des escrocs, l'autre, etc. Est-ce qu'il y avait des Russes dedans? Enfin bon, il y avait un côté, on a besoin de tout ce qu'on peut et il va falloir faire gaffe derrière, quoi. Parce truth is in the field, finalement, enfin la vérité est sur le terrain, et on verra ce qu'il adviendra. Et en fait, il y a un peu ce côté fataliste qu'on retrouve beaucoup dans la culture slave, entre guillemets, où ils sont là, il n'y a pas le choix, et de toute façon on est là, et puis c'est quand même sympa. Il y a quand même aussi la France à la côte, aussi bien en Russie d'ailleurs qu'en Ukraine, il y a un côté, ou même dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, en Roumanie notamment, en Pologne, on a la côte pour des raisons historiques, il y a un peu ce côté sentimental de la France alliée historique de certains de ces pays. Enfin, il faut quand même rappeler historiquement que Anne de Kiev, par exemple, était reine de France il y a 1000 ans, qu'il y a eu des liens historiques entre nos deux pays. Et donc finalement, les Français sont assez bien accueillis, aujourd'hui encore, parce qu'on a aussi été, même si on n'est peut-être pas aussi constant dans le soutien militaire, mais en tout cas initiateur de beaucoup de soutien militaire symbolique. L'AMX 10RC, même si c'est pas... personnellement, c'était pas peut-être pas la meilleure utilisation sur le champ de bataille ukrainien, mais même les VAB qu'on croise souvent, et même il y a un truc symbolique ou des P4, on retrouve des vieilles P4. Donc c'est des sortes de Jeep françaises. C'est des classes G Mercedes, donc qui ont très la cote aujourd'hui, mais qui ont été avec un moteur Peugeot à l'intérieur. Mais bon bref, tout ça pour dire que finalement les Français sont relativement bien accueillis sur place, et c'est à la force finalement d'être une start-up en France aujourd'hui, c'est l'accès grâce à l'excellence, je pense, de la politique extérieure de notre pays, qu'on se dise, on se différencie des Américains qui n'ont pas tant de la cote que ça aujourd'hui. Ça fait quelques mois que c'est un peu plus... Non, mais c'est vrai, au Moyen-Orient, comme oui, mais sauf que non, en fait, Ukraine. parce que les relations, même à l'époque de Biden, étaient souvent très acrimonieuses avec Zelensky. Enfin, c'est un truc, c'est totalement une tangente, mais il y avait des bras de fer constants entre les Ukrainiens et l'administration Biden. Et c'est... Bon, aujourd'hui, c'est une autre dimension, et je pense qu'ils regrettent bien l'administration Biden. Mais c'était pas copain bisous tout le temps entre Washington et Kiev à l'époque, quoi. Non plus entre Paris et Kiev, je veux dire, les Ukrainiens sont pas non plus copains bisous de manière générale, donc t'es un petit peu... Ils auraient tort de l'être, c'est pas exactement la séquence dans laquelle ils sont. Exactement, mais tout ça pour dire que voilà... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient reconnus comme des partenaires exigeants, qui demandaient beaucoup, et à qui on donnait pas tout ce qu'ils voulaient, parce que c'était pas raisonnable, ils n'avaient pas les moyens, et aussi parce qu'ils n'étaient pas toujours très agréables dans leur manière de demander à certaines époques. C'est une tangente, mais il faut le dire parce que ça explique certaines des relations entre les écosystèmes, disons, occidentaux et ukrainiens, quoi. Tout à fait, mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus présents en Ukraine seront ceux qui décideront de l'architecture sécuritaire de défense de l'Europe de demain. Et ça, je pense, c'est là où les Allemands sont très forts aujourd'hui. Parce qu'ils ont les moyens, mais aussi parce qu'ils comprennent finalement l'enjeu qu'est la guerre en Ukraine, et en fait finalement le soutenir l'Ukraine, c'est aussi soutenir sa propre BITD. Et c'est là où je pense je viens à la deuxième partie de la question sur comment on évolue. Et en fait on s'est rendu compte qu'on venait résoudre une partie du problème, et une infime, ou tenter de résoudre, parce que vraiment on est une petite entreprise, voilà, on a 2 ans et demi, on a des moyens qui sont quand même assez limités, et juste on essaie de s'intégrer dans un écosystème. Et dans cet écosystème-là, il s'est structuré autour aujourd'hui beaucoup de la défense solaire, et on est passé effectivement de faire juste du logiciel en embarqué sur des drones de surveillance ukrainiens à faire nos propres intercepteurs, donc qui ne sont pas des drones intercepteurs en réalité. Et il y a un peu de sémantique à faire ici. C'est le bon endroit, on a le temps. C'est le bon endroit pour plusieurs raisons. Un drone suppose finalement de la maintenance, mais aussi qu'il revienne. Lorsqu'il y a une charge explosive de entre 800 grammes et 1,5 kg à bord de un de nos effecteurs, d'intercepteurs, mieux vaut pas qu'il revienne. Même si la charge est soit déclenchée par fusée de proximité ou par impulsion électromagnétique, le moment d'impact au sol peut déclencher la charge, et beaucoup d'équipages ukrainiens l'ont testé et ne recommandent pas vraiment. Donc finalement, on doit aujourd'hui faire rentrer l'idée selon laquelle un intercepteur finalement n'est pas un drone mais bien une munition en fait. Et tout comme un missile l'est,
Et en fait, une histoire finalement de stock, mais aussi forcément d'obsolescence. Au bout d'un moment, le missile ou la batterie à l'intérieur du missile vient s'épuiser. Et donc voilà, donc nous on essaie de faire c'est des consommables, quoi. C'est du consommable et ça doit être utilisé comme pour s'entraîner. Et donc voilà, il faut en commander et de cette manière l'utiliser. Donc on a fait cette volonté de passer juste d'une société de logiciels seulement à une société un peu plus verticalisée, avec d'un côté le logiciel, de l'autre côté finalement le hardware, enfin l'effecteur, mais aussi derrière tout ce qui va maintenance, formation et intégration. Et finalement aujourd'hui on n'est pas... Mais juste pourquoi c'est quoi le problème c'était quoi le problème avec les drones que vous aviez qu'il y avait là-bas? Alors, les drones aujourd'hui intercepteurs dans lesquels, donc les munitions intercepteurs qu'il y a aujourd'hui. En fait, c'est le passage. À partir du moment où vous vouliez faire des intercepteurs, il fallait les faire vous-même parce que ce que vous trouviez complètement sur étagère, ça collait pas tout à fait. Ça collait, mais ça collait pas forcément au désirata d'autres clients. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les Ukrainiens ont aujourd'hui la meilleure industrie des intercepteurs au monde. Voilà. Qu'on se dise, et moi, j'ai rien du tout à leur apprendre. Au contraire, nous, on a plutôt beaucoup à apprendre. Et finalement, il y a un peu une leçon d'humilité à avoir, de se dire, on va pas apprendre... C'est-à-dire que vous n'étiez pas les premiers à arriver dans le truc, ils avaient déjà les boîtes qui faisaient leur truc, et vous avez regardé comment ils faisaient, et un peu, et vous, pour en tirer... je veux pas dire que vous avez tout copié, mais vous avez observé les solutions pour en tirer vos propres solutions, quoi. Exactement, et l'adapter finalement entre les standards OTAN et la réalité du terrain ukrainien. Et finalement, nous... Parce que les startups ukrainiennes, c'était pas leur problème de savoir si ça s'intègre dans une unité type OTAN. Voilà, et ça respecte les STANAG, qui sont vraiment les standards de l'OTAN qui sont... Voilà, donc eux, ils s'en fichent de ça. Ou est-ce que c'est important pour eux d'avoir des composants asiatiques dedans ? Non, ils les prennent. Et ils prennent beaucoup de composants chinois. Et nous, notre bataille, ça a été de dire, quand on a intégré notre logiciel, on dit « Ah non, c'est une caméra chinoise, on le fait pas. On ne traite pas le flux vidéo de caméra chinoise. » Parce que les caméras, prenez telle caméra, qui sont faites en Europe ou aux États-Unis, soit du FLIR, en passant par... je vais pas faire toutes les cités, mais il y a plein de boîtes en France qui font des caméras très chères, mais plutôt de bonne qualité, mais elles font très cher parce qu'il n'y a pas la quantité qui est commandée. Et donc finalement, nous, on s'est dit, en fait, les Ukrainiens, ils ont leur roadmap technique. Pourquoi est-ce que vous voulez pas que ça touche une caméra chinoise ? Est-ce que c'est parce que c'est une dépendance, une vulnérabilité, si c'est paramétré pour une caméra chinoise, un jour il peut y avoir un truc, ou parce que vous vous dites, ah si c'est chinois, il peut y avoir une faille de sécurité quelque part? Ça peut l'être. Je prends l'exemple des imprimantes Bamboo Lab ou des caissons connectés au réseau, le serveur il est en Chine. Alors pourtant l'imprimante elle est bien en France dans vos bureaux. Mais bon, sur une caméra, ça peut être connecté à un réseau internet, le serveur il peut renvoyer. Donc c'est une éventualité. Mais au-delà de cela, c'est que le jour où les Chinois décident de couper le robinet des composants critiques des intercepteurs, que ce soit des caméras en passant par les ESC, donc les contrôleurs de vol, ou même les cellules de batterie, même les batteries, la plupart d'industries s'écroulent. Enfin, il faut le dire aujourd'hui pour en avoir conscience. Donc tout l'enjeu de développer finalement une supply chain, donc une chaîne d'approvisionnement beaucoup plus européanisée. Et donc c'est là où nous on a fait ce travail de se dire ok, on va faire nos propres effecteurs, nos propres intercepteurs qui répondent finalement aux standards de l'OTAN. Parce qu'on a été énormément soutenu par l'OTAN, et il faut le dire, on a eu gagné un grand prix de l'OTAN il y a 1 an qui nous a propulsé sur un tunnel où on en sort à peine, parce qu'encore on a des entretiens très réguliers avec Norfolk, et notamment l'amiral Pierre Vendier qui nous aide énormément par sa vision, mais aussi parce qu'il voit un peu le meilleur des deux mondes. Donc l'amiral Vendier, qui est passé plein de fois à ce micro, c'est donc l'ancien chef d'état-major de la marine, qui est maintenant SACTI, donc Supreme Commander pour la transformation. D'ailleurs, il était venu en parler quand on était à La Haye il y a un peu plus d'1 an. Il prépare en gros l'après technologique, l'avenir technologique de l'OTAN, ce qui n'est pas forcément un job extrêmement reposant en ce moment. Mais voilà. Et du coup, avoir un Français à ce poste-là, j'imagine que c'est vaguement aidant. Bon, après, c'était un concours qui a été fait avec 65 sociétés de plein de pays différents, avec un panel de jurys. Je voulais pas dire que vous étiez pistonné, mais... Non, SACTI n'était même pas présent, malheureusement, à la cérémonie où on a pitché finalement notre projet de créer du coup cette capacité. Et en fait, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est on n'est pas une boîte d'IA, on n'est pas une boîte de drone, on n'est pas une boîte de data, on est une boîte où on fournit une capacité. Et cette capacité, elle va finalement de l'effecteur, donc de l'intercepteur, en passant par l'IA à bord, de la maintenance, mais aussi de la formation. Il ne faut pas oublier le volet formation qui est clé. Et aujourd'hui, en fait, on essaie de se différencier de beaucoup d'autres acteurs qui émergent un peu partout en Europe, notamment outre-Rhin, qui sont OK, on est une boîte d'IA, nous on est une boîte de drone. Ok, fine, c'est tout à votre honneur. Nous, on a un prisme un peu différent. Vous faites de la défense solaire.
Nous, on fournit une capacité de défense aérienne, effectivement, qui est aujourd'hui... on essaie de le faire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une mission qui est quand même assez exigeante, et où le taux d'interception n'est pas si élevé que ça. Et aujourd'hui, voilà, quand on regarde les specs d'un Patriot, c'est pas non plus si élevé que ça. Il faut quand même dire les choses, que la mission de défense solaire est assez ingrate, parce qu'on peut réussir une fois, mais échouer 3 fois, et le client retiendra qu'on a juste échoué 3 fois et qu'on n'a pas intercepté une fois. Juste, on va revenir dessus dans une seconde, mais pour rester juste une seconde sur vos relations avec l'Ukraine à ce moment-là, je vous posais une question hyper commune. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais ils vous payaient ou pas ? Non. Il n'y avait pas à cette époque-là de contractualisation commerciale. Non, mais non, mais en vrai, vous êtes une boîte, vous êtes une start-up, il faut bien faire rentrer du cash à un moment. Donc, la question, c'est est-ce que vous fournissez une solution qui est suffisamment opérationnalisable pour qu'il y ait peut-être un budget pour vous, ou est-ce que vous essayez déjà à ce moment-là peut-être de demander aux Français, de demander aux gens qui fournissent de l'aide à l'Ukraine indirectement de vous financer. La question, c'est quand on est vraiment à ce point-là inséré dans le business model un truc en guerre, vous êtes là parce que vous avez envie d'aider, mais en même temps vous n'êtes pas c'est pas du bénévolat non plus, parce que ne serait-ce que c'est pas viable, quoi, vous n'êtes pas une ONG. Voilà, comment ça se passe très concrètement avec les acteurs ukrainiens et puis en termes de viabilité, quoi. Alors effectivement, j'ai l'impression de faire face à un de mes investisseurs qui me dit comment faites-vous pour gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, nous, j'ai pas du tout mais nous, et c'est ce qu'on dit en toute objectivité avec nos investisseurs, hein, on dit on va pas gagner de l'argent pour l'instant. Alors c'est bien effectivement qu'on signe des contrats, mais on est plutôt là. Je me suis laissé dire que c'était le principe d'une start-up. C'est le principe d'une start-up pour l'instant. Et aujourd'hui, après, voilà, il faut quand même payer des salaires, recruter des gens et montrer qu'on est en capacité de scaler. Donc, pour répondre à la question du vecteur contractuel, hein, qui est quand même c'est un mot qui fait peur dans la BITD, le vecteur contractuel, qui n'est ni plus ni moins qu'un bout de papier finalement, qui peut écrire certaines specs, mais qui peut être rapidement dépassé aussi. Et les Ukrainiens n'ont pas une situation budgétaire qui leur permettait de distribuer des contrats au premier venu. Et nous, finalement, on avait aussi beaucoup à prouver. Et on a eu en revanche des soutiens de la part des brigades. Donc en fait, il y a l'agence de procurement, d'acquisition, en Ukraine a relativement sauté au début de la guerre. Donc celle-ci s'est retrouvée déprivée d'une partie de ses moyens, parce que trop lente, parce que pas effectivement connectée à la réalité du terrain. Donc cette DPA, c'est leur DGAE. C'est leur DGAE, mais qui est très différent de la DGA française sous beaucoup d'aspects au demeurant, et que je pense la DGA bien plus agile que la DPA, qui avait peut-être gardé ce côté un peu soviétique des agences d'acquisition de certains pays du bloc de l'ex-URSS. Et pour autant, il y a des gens au ministère de la Défense qui ont pris un peu les rênes et qui nous ont redirigé finalement vers des brigades qui, eux, avaient du budget. Mais c'est ça, parce que en fait, depuis le début, on le voit, ils achètent eux-mêmes leurs drones, leurs G, leurs Mavic, parce qu'ils font du crowdfunding, etc. Eux, ils ont un peu de pognon, quoi. Alors, ils ont aussi des revenus, mais en plus, il y a du crowdfunding, effectivement. Mais donc, voilà. C'est quoi leurs revenus, sinon ? Ils n'ont pas de revenus, pardon, ils ont des budgets qui sont alloués par le MOD. Donc en fonction des performances qui sont par chaque unité, ils ont un budget relativement élevé ou pas du tout, au contraire, en fonction forcément de l'unité. Et tout l'enjeu, c'est de se maquer finalement avec les unités qui ont les meilleures performances et qui ont le meilleur budget. Donc c'est un peu un cercle vertueux en fait. Et c'était qui votre brigade ? On peut pas donner, vous pouvez pas dire le nom, parce que sinon beaucoup de gens iraient les voir. Ouais. Donc vous gardez ça. Après, voilà, ça peut se trouver si vous venez sur notre Eurosatory, vous pourrez les voir, ils seront présents et c'est des gens avec qui on sponsorise beaucoup de leurs events, etc. Donc, on s'en fout, mais c'est pas. Ces unités d'infanterie. Vous êtes allé en voir une, puis deux, puis trois, ou vous êtes toujours avec la même, vous vous êtes focalisé, parce que les brigades, c'est aussi un truc territorial, ouais, par spécialité, mais il y a aussi parfois un ancrage territorial sur un pan du front. Or, vous avez peut-être vocation à être, je sais pas, question large. Question large, aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de brigades. Aujourd'hui. Au début, on n'en travaillait qu'une seule. Aujourd'hui, on est un peu plus de 80 dans la société. Au début, on était 7. Donc voilà, l'idée, c'est d'équiper, de travailler avec le plus d'unités possible, aussi bien en Ukraine, mais dans d'autres pays aussi de l'OTAN. Et dans les alliés de l'OTAN aussi. Donc aujourd'hui, finalement, ce qui caractérise aussi notre société, c'est aussi l'aspect opérationnel, où on est présent aujourd'hui et déployé dans 3 unités, dans 3 zones géographiques différentes, qui sont 3 théâtres de conflit, simultanément. Donc c'est beaucoup de logistique.
c'est beaucoup de problèmes à régler le dimanche après-midi sur des trucs vraiment de pur log, hein, et c'est là où on se différencie. De pure logistique, donc de comment acheminer les trucs. Comment amener des batteries, parce que en fait les batteries qui sont faites là-bas elles résistent pas, hein, et que du coup l'autonomie est bien moindre, et du coup comment on fait pour affréter un avion et charger des batteries. En fait non, il y a une norme de l'ONU qu'il faut mettre dessus, il faut pas payer un cabinet enfin c'est des trucs c'est ça la vie d'entrepreneur aussi, hein. C'est gérer les problèmes auxquels on n'aurait jamais pu penser gérer, mais finalement c'est aussi la beauté quand on voit le truc voler et intercepter, on se dit ah bah ok waouh. Et derrière tout ça il y a eu des hommes et des femmes d'ailleurs, beaucoup de femmes en réalité, qui passent leur journée, leur nuit à essayer de trouver des solutions. Donc finalement cette évolution qu'a connue la société, c'est une évolution qui est assez naturelle, où on cherche à se verticaliser pour maîtriser de plus en plus l'ensemble de la chaîne de valeur. Et sur une mission, toujours là, l'aspect mission, quelle est la mission ? C'est la mission de défense solaire. C'est une faille capacitaire énorme aujourd'hui, énorme, aussi bien dans les pays de l'OTAN, on l'a vu en Roumanie il y a quelques jours, qu'au Moyen-Orient, où en fait utiliser des missiles Patriot qui coûtent 3 500 000 dollars pour abattre un Shahed qui coûte 40 000 euros, qui intercepte qui, telle est la question, mais aussi en mer. Et je pense que c'est un enjeu aujourd'hui qui est critique quand on voit aussi bien des bâtiments turcs qui sont tapés en mer Noire, parce qu'ils apportent du matériel en Ukraine, mais aussi dans le détroit d'Ormuz qui est quand même assez bloqué, où il y a un enjeu d'avoir de plus en plus d'automatisation par des vecteurs, que ce soit des vecteurs aériens, terrestres ou maritimes, qui vont faire la guerre de demain, parce que la guerre elle a changé. Et du coup, quand vous vous êtes mis à faire des machins, des objets, et pas seulement des logiciels, ça a été compliqué ? Très compliqué. Ouais. Hardware is hard, comme on... je sais pas, je connaissais pas le proverbe, mais ça paraît assez intuitif. Oui. Mais encore une fois, c'est une question de personne. C'est comment on s'entoure. Et finalement, si j'ai un conseil à donner à n'importe quelle personne qui écoute ce podcast et qui souhaite se lancer dans la défense, et je l'incite, aujourd'hui je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs qui se lancent dans la défense, parce qu'on en a besoin. On a besoin de créer beaucoup d'entreprises de la défense, il y a tellement de problématiques à régler. C'est de s'entourer des bonnes personnes, et finalement si on arrive à attirer ce qu'on appelle des profils A, ça attirera, eux-mêmes attireront des profils A, alors que si on attire des profils B, ça attirera des profils B. Donc finalement dans le choix du recrutement, qui est vraiment capital, on a essayé de trouver, et on a relativement parvenu pour l'instant à avoir des gens d'excellentes factures entre guillemets qui venaient d'Anduril. Notre Head of Software a passé 3 ans chez Anduril avant de rejoindre Altares, et quand il est arrivé chez Altares, il a dit en 3 mois chez Altares, j'ai fait plus de déploiement opérationnel qu'en 3 ans chez Anduril. Un autre qui lui gère le volet plus hardware aujourd'hui à Toulouse. Donc Anduril, je vais rappeler, bon, c'est évidemment c'est même plus une start-up américaine à ce stade, ils sont gigantesques, mais bon, qui s'est positionné sur, on avait fait une émission ici sur leur modèle et vraiment en contre-pied de la BITD américaine habituelle, etc. Avec aussi une idéologie, il y a Palmer Luckey, il y a des choses sous Anduril dont il faut être conscient, mais en tout cas qui se présentaient comme le renouveau d'un certain nombre de capacités, et d'ailleurs qui sont à certains égards sur le même créneau que vous, parce qu'il y a des drones, il y a un certain nombre de drones et de solutions d'IA qui vous proposent, qui correspondent aussi à ce que vous faites, quoi. Effectivement, il y a certains produits qui peuvent être concurrents. Ils ont le Roadrunner qui est l'équivalent du Blackbird chez nous. Alors attendez, on reviendra dessus. Non mais c'est le charme d'une discussion comme ça, c'est qu'on passe d'un truc à l'autre. Mais quand vous vous êtes retrouvé à faire des trucs, qu'est-ce que vous avez fait en premier ? C'était quoi le premier objet ? Le X-Lock, donc qui est une adaptation finalement de plusieurs drones ukrainiens qu'on avait vus, qui était un design un peu nouveau. Finalement, on pensait que les intercepteurs avaient une forme soit avec des ailes, soit finalement aujourd'hui de plus en plus avec des 4 moteurs, donc en quadcopter finalement, avec une forme un peu de missile. Donc c'est un mix finalement d'où un peu l'amalgame entre drone et munitions intercepteurs. Je précisais, je mettrai des images évidemment dans la version vidéo de l'épisode. Ça ressemble à un petit obus avec un quadcopter en dessous, quoi. Exactement, qui fait la propulsion. Et donc ça a été finalement ce type d'intercepteur qu'on a vu
finalement éclore comme une belle matinée de printemps dans les champs de Picardie français, d'avoir plein d'intercepteurs comme ceux-ci en Ukraine. On s'est dit ok, waouh, c'est super intéressant parce que c'est modulaire et parce que en fait c'est une manœuvrabilité qui est bien différente et bien supérieure à un drone qu'on appelle fixed wing avec des ailes. Et donc finalement c'était très intéressant. On s'est dit ok, on va essayer de développer quelque chose de très similaire. Mais ça a l'air d'aller moins vite qu'un drone avec... Ça va plus vite parce que 4 moteurs, mais il y a moins de stabilité et moins d'endurance. Donc sur ce qu'on appelle des trade-offs à avoir entre finalement vitesse, autonomie et en port aussi, parce que la charge est du coup beaucoup plus petite que sur un drone ou sur un intercepteur avec une voilure fixe, on appelle ça, fixed wing. Et donc ça a été le premier produit qu'on a développé. En même temps, la charge, c'est pas... Enfin, je veux dire, un truc relativement petit, ça peut déglinguer un Shahed. Enfin, c'est pas fait pour encaisser c'est pas fait pour encaisser les coups, tellement un Shahed. Si. Et ben, aujourd'hui, on apprend que les Russes aussi apprennent de ce que font les Ukrainiens. Donc il y a même du Kevlar sur certaines parties critiques du Shahed. Et même que les composants critiques sont vraiment regroupés dans une seule zone entourée finalement de ce Kevlar-là. Et donc finalement l'impact, c'est un explosif avec effet dirigé, donc il y a un radius d'environ 90 degrés, et ben il faut taper la bonne partie. Donc ça fait partie de la complexité. Hein. Est-ce qu'on met beaucoup d'explos ou pas beaucoup d'explos ? Si on en met plus, ben, finalement il va moins vite, parce qu'il y a plus de poids. Il y a du coup moins d'autonomie, donc c'est toujours vraiment ce type de questions un peu difficiles à résoudre et que seul le terrain peut résoudre. C'est qu'en ayant fait voler des dizaines et des dizaines de fois des drones dans des conditions arctiques, puis désertiques, puis en Ukraine, qu'on peut savoir c'est quoi la meilleure formule. Et donc votre X-Log, vous l'avez fait voler quand ? En Picardie et puis en Ukraine. La Picardie est un formidable terrain de vol tant qu'on fait les démarches nécessaires sur le site de la DGAC. Le lien sera en commentaire. D'accord, si vous voulez. On a commencé à faire... mais attendez, au demeurant, je sais plus où j'avais vu ça, que c'était une galère pendant longtemps. Les dronistes français avaient du mal à trouver un champ pour faire des explosions. Il avait fallu... Ouais. Non, mais c'est aujourd'hui, si vous voulez faire péter de l'explos sur le territoire français, c'est que dans un centre de la DGA qui ont un rôle clé en fait dans je pense l'architecture de la défense française et par extension européenne. Et donc tout l'enjeu c'est d'ouvrir ces centres-là. Et nous on a eu cette chance-là. On a eu la chance et je peux moi que saluer finalement le travail formidable qu'a joué la DGA à nos côtés pour nous accompagner, qui a été porté parfois par Sakti, qui a dû dire ok, on ouvre les terrains de vol pour permettre à ces boîtes-là d'expérimenter. C'est de l'expérimentation. Moi, qu'est-ce que je pouvais savoir finalement si un drone il peut taper avec une charge explosive de 800 grammes ou de 500 grammes. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas le savoir finalement. Et donc ces centres-là ont un rôle clé. Il y en a plusieurs en France. Hein. C'est une spécificité finalement, un héritage un peu de la DGA de Gaulle, se dire ok, on doit créer une BITD indépendante. Et c'est la vraie force de la BITD française. C'est le soutien que peut apporter la DGA aux industriels. Et les vrais succès industriels français, notamment l'export, c'est quand il y a eu un couple entre industriel, opérationnel et DGA. L'exemple du Rafale qui a pris des dizaines d'années, des vols et qui au début ne marchaient pas. Enfin, si on prend l'exemple de l'inauguration du Rafale au Bourget où l'avion ne décolle pas devant tout le monde sur le tarmac, donc c'était les années 90, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un de la DGA qui m'a raconté cette histoire-là, qui lui était présent, qui était en charge de ce programme-là. Et donc voilà, et finalement, se dire ok, ça marche pas, comment on fait en sorte pour que ça marche ? Et bien sûr, c'est de la sueur, du sang et des larmes. Plus de sueur que de sang et des larmes, je vous rassure, mais bon, quoique parfois, il y a un peu les nerfs qui craquent parce que ces exigences sont extrêmement pointues, mais eux qui nous permettent d'évoluer. Donc finalement... Donc le conseil corollaire à un jeune entrepreneur, c'est n'essayez pas de faire péter des drones explosifs dans votre jardin. Non, il faut pas. C'est interdit. On peut pas, il faut une FCI, c'est très réglementé, mais évidemment... Mais demandez à la DGA de vous prêter un Exactement. Et ils vont vous accompagner. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent le faire pour toutes les boîtes ? Et c'est là où la réponse est non. Mais effectivement, là déjà, ils sont passés de 40 000 il y a 40 ans à aujourd'hui 7 000 fonctionnaires. Donc il faut finalement de cette manière, et nous, c'est ce qu'on a été auditionné aussi récemment, et dire qu'il faut donner plus de moyens humains à la DGA, parce que la quantité de travail que ça implique en termes d'études de risque, etc., c'est juste énorme. Et on voit que c'est des gens qui travaillent avec un sérieux. Quand nous, on envoie un corps documentaire de spec technique, chaque ligne est revue. Et en fait, c'est aussi ça la complexité sur ce que eux ont cette ressource, mais aussi à nous de l'avoir aussi. Et tout l'enjeu d'avoir du coup ce type de talent, où nous on s'est mis à recruter des gens qui étaient chez Thales, enfin bon, on peut le dire, parce que j'aime beaucoup Thales, mais d'autres aussi. On a c'est la personne qui a créé le X-Log, c'est quelqu'un qui a passé 15 ans chez Thales, quelqu'un de brillantissime, un Français, qui se sentait un petit peu frustré parce qu'il n'y avait pas finalement
cette capacité de voir ces trucs voler. Et aujourd'hui, on dit, en fait, tu es dans une start-up, tu pars sur une frégate de l'armée française en haute mer et tu vas tester ton drone en haute mer. Qu'est-ce qu'on sait si ça intercepte un USV à 3 km un drone de surface. Un drone de surface, pardon, en pleine mer, avec un décollage vertical depuis une frégate. On ne sait pas, on l'a jamais fait de toute façon. Et on va le faire, et tu vas le faire. Et tu pars en Zodiac à 5h du matin. Et c'est ça, et il dit, voilà, en 15 ans de boîte chez Thales, aujourd'hui, enfin, il a fait un peu moins d'un an qu'il est chez nous, et je m'éclate. Et c'est, voilà. Donc, c'est tous ces gens-là qui font aujourd'hui la boîte telle qu'on est aujourd'hui. Et donc, vous l'avez fait voler en Picardie. C'est bien de rendre hommage à Picardie. Non, et après, combien de temps avant que ça arrive en Ukraine ? Et quand est-ce que vous l'avez fait voler en Ukraine ? Et quand est-ce qu'il a tapé quelque chose aussi en Ukraine ? Non, mais si vous pouvez pas le dire, vous pouvez pas le dire, mais on peut avoir des ordres. Ça prend, on va dire, le cycle d'itération. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 ans et demi. Il y a des programmes qui mettent beaucoup plus de temps entre les premiers essais et un déploiement opérationnel que 2 ans et demi. Là, c'est la boîte qui a 2 ans et demi. Le moment, en tout cas, on a commencé à voler et le moment où il a tapé, il y a eu du temps. Il y a eu beaucoup de travail. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Les premiers vols sont toujours catastrophiques. Aussi bien il y a ce qui s'appelle en Ukraine les polygones, donc c'est les polygones de test. Voler en Ukraine ne veut pas forcément dire voler en conditions de combat. Nuance. Et on a reçu il y a quelques mois une délégation par exemple avec des politiques français sans les citer, qui sont venus du coup voir comment en fait chaque jour on a une équipe en Ukraine avec une vingtaine d'ingénieurs qui sont quasiment chaque jour sur les polygones de test et qui font des vols. Et une fois que sur les polygones de test on fait les vols, on va ensuite dans la zone de combat. Et c'est donc là, on monte un peu en cran, en intensité, en stress aussi. Il faut pas le droit à l'erreur aussi, hein, parce qu'il y a des moments où que moi je peux parler, parce que je l'ai vécu. Une scène qui m'a vraiment marqué, et c'est là où je me suis dit, ok, il faut vraiment passer la seconde, et j'ai engueulé mes ingénieurs comme jamais. On avait 3 intercepteurs, ok. On était dans le sud-est de Zaporizhzhia, on était à 15 km de la ligne de front, dans un sprinter aménagé, donc c'est un sprinter qu'on avait acheté sur le bon coin, littéralement, qu'on a fait traverser en Ukraine. Dedans on a mis des écrans, on a mis du blindage à l'intérieur, et c'est devenu un petit poste de commandement mobile, 3 intercepteurs, et là on se retrouve sur ce qu'on appelle une autoroute de Shahed. Et on voit vraiment 45 Shahed au-dessus de nous, donc on l'entend, mais aussi on le voit sur l'écran qui fait la fusion de données entre les données radar et les données optiques, et on les voit comme ça avec ces fils, enfin c'est assez marquant et prenant, et là on n'a que 3 intercepteurs. Sur les 3, il n'y a que 2 qui marchent. Il y en a un, problème de batterie, mauvais câble, et sur les 2 qui volent, il y en a un des 2 qui intercepte. Donc finalement c'est une frustration qui est énorme. Donc ok, on en a intercepté un, mais on a laissé passer 45, et ces 45 là, le lendemain matin on voit la ville de Dnipro, parce qu'en fait quand on repart à Kiev depuis Zaporizhzhia, il y a une autoroute qui passe par Dnipro et on voit des colonnes de fumée avec le résultat de ces frappes-là. Et là, on se dit, on se sent très seul, on se sent très en pleine. Enfin, moi, c'est genre de moments où on prend conscience de la criticité de la mission, mais au quel point aussi on est au tout début. C'est-à-dire que si les Russes arrivent à envoyer 45 Shahed juste sur une zone où on était, et que nous, on a que 3 drones intercepteurs, il faut se poser des questions. Et donc c'est là où moi je dis aussi à mes équipes, la quantité est une qualité. Et que s'il y a un yield, le yield c'est vraiment le taux de à quel point le drone quand il sort il marche ou pas, qui est inférieur finalement à 80%, alors que normalement le yield il doit être à 95%. Mais tant qu'on en produit plus, c'est ok, parce qu'en fait sur tous les Shahed que les Russes lancent, il y en a plein qui marchent pas, ou qui pètent pas. Mais c'est ok, mais ils en lancent tellement que ça vient saturer. Donc c'est un peu ce genre de paradigme qui est un peu dur à gérer, et qui dit à quel moment le drone marche ou marche pas. Là il a moyennement marché, et c'est des moments où on se pose des questions. Après voilà, on se fait un post-mortem, donc on s'assoit avec les ingénieurs, on se dit ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, là il y a un problème de batterie, un câble qui a été monté. Et finalement on manque de recul, parce que c'est finalement très récent ce qu'on fait. En revanche, on est convaincu qu'on est sur la bonne route, et qu'on est surtout soutenu par les bonnes personnes pour arriver là à atteindre l'effet final recherché, qui est finalement de protéger des infrastructures civiles, des villes qui sont bombardées, et tenter de résoudre du moins un des plus grands défis capacitaires qu'a connu l'OTAN depuis ces 40 dernières années, parce que la défense solaire a été sous-investie depuis 40 ans. Ça, c'est évident, on en parlait il n'y a pas longtemps.
Pourquoi ? Parce que l'OTAN compte sur la supériorité aérienne depuis toujours, et donc l'idée est qu'on va chercher l'ennemi chez lui parce qu'on aura la supériorité aérienne, donc il n'y a pas besoin de se défendre. Et dans le contexte actuel avec ce qu'on voit, ça paraît pour le moins audacieux. Juste, puisqu'on parle de ce truc-là, vous avez un tableau de chasse des Shahed abattus avec des croix sur un fuselage. Par exemple, c'est ce que font les aviateurs en mettant des trucs sur les fuselages. Mais c'est des trucs folklore, etc. Pas du tout. Enfin, c'est folklore, mais ça a une vraie fonction pour les personnels. C'est une fierté, c'est important, etc. Je déconne. Je sais pas si vous avez un mur quelque part où vous avez des photos des dessins de chats abattus, mais au moins vous avez un compte, vous avez une idée de combien vous avez réussi à en taper. Parce que j'imagine que ça doit motiver les équipes, ce genre de truc. Ça motive l'équipe. On partage chaque weekly, enfin donc on a chaque lundi à 14h, donc faut pas que je traîne trop d'ailleurs. Chaque lundi à 14h, on a le weekly où on fait le résumé de toutes les opérations de la semaine suivante dans plusieurs théâtres d'opérations différents. Et donc chaque chef d'équipe, que ce soit celle qui soit au Moyen-Orient, d'autres en Europe du Nord ou d'autres en Ukraine, partage les résultats. Et je peux vous confirmer effectivement que ça motive les équipes parce que quand les ingénieurs qui sont à Paris qui font la partie logicielle et qui vont à l'équipe hardware qui est en Ukraine, qui font finalement le montage, etc. et qui après se coordonnent avec l'équipe qui est au Moyen-Orient, qui arrive à récupérer du coup ce qui a bien marché, et ben en fait c'est ce sentiment d'appartenir à cet esprit de corps finalement qu'on retrouve parfois aussi dans l'armée, dans les régiments un peu emblématiques, que j'ai cherché à recréer. Et donc oui, ça motive. On a. Vous avez un chiffre ? Vous n'êtes pas obligé de me le donner. Il y a un chiffre quelque part ? On a un chiffre en interne qu'on ne partage pas parce que c'est la SECOP, parce qu'on n'a pas le droit de le partager. On a des rapports qui sont faits par les unités ukrainiennes sur les stats. Et tout l'enjeu, c'est d'augmenter ces stats. Moi, la conclusion que j'en ai, c'est que ce chiffre, il n'est pas suffisant. Quand on voit que les Russes, par mois, lancent environ entre 5 et 10 000 Shahed par mois, c'est qu'une infime goutte. En revanche, là, on a un peu plus bombé le torse, entre guillemets, c'est comment on arrive à équiper d'autres intercepteurs, notamment ukrainiens, mais pas que, de nos logiciels. Parce qu'eux, ils sont peut-être très forts en hardware, mais ils n'ont pas la brique logicielle d'y embarquer que nous, on peut leur fournir. Et nous, on n'a pas la prétention, de toute façon, de fournir à l'Ukraine l'ensemble des drones intercepteurs dont ils ont besoin. En revanche, on a plutôt l'ambition de se dire on peut fournir une brique logicielle dont ils ont besoin. Et finalement, c'est comme si vous voyez, il y a des centaines de marques d'ordinateurs différentes. En revanche, il n'y a que 3 systèmes d'exploitation, Linux, Mac, et Windows. Et nous, on a un peu le Linux. Vous êtes le Linux. Je me demandais comment vous positionniez, si vous étiez le Mac, le haut de gamme. Peut-être, j'espère. Okay. J'espère. Non, mais entrons dans l'autre. C'est quoi votre solution ? C'est-à-dire votre solution... Donc, vous faites de l'IA qui est donc de l'IA dont vous nous dites qu'elle est embarquée. En même temps, pour avoir lu quelques trucs et quelques autres articles et entretiens que vous avez faits, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il y a quand même toujours une liaison avec le sol et où c'est toujours un humain qui prend la décision, ce qui pose en aval des questions infinies de guerre-elec, de brouillage, de connexion, de comment vous maintenez vos connexions, puisque si vous autonomisez pas complètement vos brouilleurs, vos intercepteurs, donc il faut voilà. En gros, c'est quoi la capacité Altares? Ouais. Je vais expliquer ce qu'on appelle la kill chain en fait de bout en bout, parce que je pense que on est une des quelques boîtes en Europe qui maîtrise ou qui a en fait du moins connaissance de comment ça se passe de bout en bout. Donc je le partage aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant et ça peut donner des idées à des gens, parce que je vais dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas aussi et qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc finalement, dans le premier temps, dans une mission de défense solaire, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est la détection, le deuxième temps, c'est l'identification et le troisième temps, c'est l'interception. Sur la détection, donc il faut s'imaginer un sprinter acheté sur le bon coin, équipé avec des écrans sud-est de Zaporizhzhia, 2h du matin, qui est lui-même connecté à un radar qui fait l'aspect détection. Ce radar, qui a une portée entre 15 et 20 km en fonction de celui qui le produit, donc soit une société israélienne, parce que les Ukrainiens utilisent beaucoup de radars israéliens qui sont assez performants, ou une société française qui fait des super radars mais qui sont assez chers, ou une boîte aux États-Unis qui en fait des excellents aussi, va finalement scanner le ciel toute la nuit et va émettre ce qu'on appelle du SIGINT finalement, donc ça quand même ça émet, donc il faut faire attention à ne pas recevoir du coup un missile à côté, donc c'est ça qu'il est jamais à côté.
aussi, c'est un point important, on n'est jamais trop proche du radar, vu que ça émet du SIGINT, il y a une raison de... Mais pareil, on sait qu'il n'y a pas que des radars, il y a aussi de la détection acoustique. C'est l'ensemble de tout. Donc c'est la fusion de données entre des capteurs acoustiques, du GeoINT, donc de l'image satellitaire qui est fournie par, y compris une société française, mais pas que, ou des sociétés polonaises, etc. Donc c'est tout ça ensemble. Donc la fusion de données, là les Ukrainiens ont été très forts, c'est quand ils auraient pu faire finalement cette stack software qui arrive à fusionner tout ça et avoir une couverture de détection assez bonne. Et donc on a la détection qui a lieu. Donc, finalement on a un écran sur notre C2, donc Command and Control finalement, donc qui est un peu le logiciel qui fait ce travail-là, qui vient dire ok, il y a une accroche radar, on a un drone intercepteur qui est ici, donc moi l'opérateur donc qui est dans ce sprinter va appuyer sur le bouton dire je confirme que je prends cette cible-là, comme ça il n'y a pas un autre opérateur qui est à 15 km à côté qui va le prendre, qui va ensuite sortir du sprinter, enfin pas lui mais ils sont coéquipiers, c'est un équipage de 3, donc il y a un opérateur, il y a un navigateur et un ingénieur qui est en charge de l'exploit, etc., qui va venir enlever la goupille de sécurité, poser le drone, donc action humaine. Le drone va être guidé par ce qu'on appelle des waypoints, donc c'est des données radar qui lui envoient des coordonnées X, Y, Z pour aller dans la direction de la track radar. Donc là on est dans la phase finalement donc il y a eu détection, donc là on va chercher l'identification avec des capteurs optiques, donc c'est la fusion de données entre des données radar d'un côté et des données finalement optiques avec la caméra de l'intercepteur à côté. L'intercepteur il n'a pas de radar, il fait que de l'optique. Il fait que l'optique, mais il est guidé via un protocole dont je ne donnerai même pas le nom, interne à Altares, qui vient envoyer les données radar, du coup en envoyant des waypoints chaque seconde, on va dire tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, et après tu vas un peu à gauche. Et là, l'enjeu, c'est d'avoir la bonne track radar, parce que les radars sont assez approximatifs. Donc, toute startup qui essaie de monter des radars, faites-le, parce qu'il y a un vrai défi, et voilà, nous auxquels on travaille beaucoup aujourd'hui aussi, côté Altares. Mais donc là, il va venir du coup le capteur optique, donc la caméra prend le relais, va venir scanner le ciel, chercher un pixel, et on va dire à 2 km 3, qui est le maximum qu'on a eu, qui est vraiment pas mal, avec une focale d'environ 9 mm, va venir détecter un tout petit pixel blanc, qui est le point le plus chaud de l'image, traité par l'IA, qui va dire, ok, on accroche ce point-là, on vient du coup identifier, donc l'humain identifie que c'est bien un Shahed et que c'est pas un F16 ou un point au sol, un faux positif entre guillemets. Donc là, tout l'enjeu d'avoir d'algorithmes d'IA de bonne qualité, il va venir ensuite asservir les moteurs de l'intercepteur en lui disant d'aller à gauche, à droite, en bas, en haut, pour le diriger vers la cible, et là finalement intercepter, donc troisième volet de la mission, interception. Vous essayez de les choper en frontal, ou vous essayez de les choper en hauteur, non plus en chasse, par arrière. Ah, par l'arrière, c'est plus facile. Par l'arrière, c'est là que c'est plus facile, c'est que si on vient faire en frontal, c'est trop facile de se rater. C'est trop facile. Et en fait, la vitesse du Shahed 180 km/h, la vitesse de l'intercepteur 300, 280, en cumulé ça fait un peu plus de 450, et donc du coup le FPS, le frame par seconde, est pas assez rapide, et du coup entre le moment où ça se croise, le flux vidéo permet pas de guider avec ça. Exactement. Alors si en revanche il y a un capteur radar à bord, c'est possible, et nous tout l'enjeu c'est de mettre des petits capteurs radar très pas trop puissants aussi à l'intérieur, parce que ça consomme de l'énergie pour faire cette mission là, mais aujourd'hui l'interception principale se font en chase, donc par l'arrière. Donc vous les attendez au-dessus, etc. Ou vous passez, voilà. Vous essayez de prendre une trajectoire à peu près similaire et de les rattraper, quoi. Donc l'IA va venir guider via la trajectoire la plus optimisée finalement. Donc c'est l'optimisation de trajectoire, la prédiction de trajectoire aussi, avec des patterns antérieurs. Donc tout l'enjeu d'avoir de la donnée. Parce que les Shahed, ils font de l'évitement Certains, et de plus en plus oui, mais au-delà de ça, en fait, ils ont une trajectoire qui est relativement peut-être connue, qui aujourd'hui évolue, mais en fait, on peut savoir où est-ce qu'il sera dans les 15 à 45 prochaines secondes. Donc tout l'enjeu, c'est de ne pas aller au point où est-ce qu'il est aujourd'hui avec la détection radar, parce que la latence, mais où est-ce qu'il sera dans les 15 à 45 prochaines secondes. Et donc voilà, c'est vraiment tout ça la kill chain, où l'humain, finalement, une fois qu'il va être à 5 mètres derrière ou au-dessus, appuyer sur le c'est dépôt. Ça, c'est 5 mètres. À 5 mètres, vous êtes confiant de pouvoir le péter, vous n'avez pas besoin de rentrer dedans. Si, avec encore une fois, le retour vidéo, si le retour vidéo, on est dessus, en fait, on est déjà devant. Parce qu'en fait, avec la latence, c'est là tout l'enjeu d'être vraiment bien positionné finalement. Ah oui, donc il faut péter un peu devant pour que les débris... Okay. Entre le moment où on envoie le signal, il y a 250 millisecondes. Hein. Bon, c'est très rapide, mais 250 millisecondes à 400 km/h, ça fait quelques mètres. Et donc à quelques mètres, on peut... voilà. Et c'est l'explosion ou c'est les débris qui... C'est-à-dire,
Non mais si on tape à la charge, tant mieux. Si on arrive à déstabiliser en pétant une aile ou en pétant l'hélice, il tombe et puis tant mieux. Hein. Ouais, mais parce que vous concevez pas. Enfin, c'est la différence, par exemple, entre une grenade offensive et une grenade défensive. C'est-à-dire, il y en a une qui est faite pour maximiser le blast, c'est la grenade offensive, et une qui est faite pour maximiser les shrapnels, c'est la grenade défensive, qui est celle que tout le monde a en tête généralement, un peu gaufrée, quoi. Mais du coup, on fait pas le même objet. On peut faire un objet qui essaye de se désagréger, qui essaye de péter des rotors, etc., ou un objet qui essaye de faire un blast qui casse le machin, quoi. Ça dépend encore une fois du fournisseur de charge. On n'est pas pyrotechnicien. D'accord. Ouais, c'est là que vous vous arrêtez aussi. C'est pas vous qui faites votre. Non. Enfin, c'est pas nous qui faisons plein de choses. C'est pas nous qui faisons le radar. C'est pas nous qui faisons la caméra. Les gens ils disent souvent, ok, qu'est-ce que fait Altares, qu'est-ce que fait pas Altares. Et nous on le dit. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on peut pas tout faire de toute façon. Et on n'a pas non plus cette volonté d'être un intégrateur pour autant. En revanche, on vient maîtriser une partie de la chaîne et quitte à l'internaliser progressivement au fur et à mesure que la société croît. Et voilà, donc tout cet enjeu, c'est une fois qu'on a cette kill chain identifiée, comment va venir l'optimiser. Parce que c'est facile quand il y en a un seul, mais quand il y en a 45. Attendez, déjà c'est pas facile même s'il y en a un seul, parce que la question, une partie de la question de base, c'était aussi la connexion et comment vous faites en sorte de pas vous brouiller. Alors certes, a priori c'est plutôt plus facile parce que a priori vous opérez au-dessus de votre territoire. Exactement. Vous n'êtes pas de l'autre côté de la ligne de front, même si on peut imaginer que ce serait un objectif un jour de les choper le plus loin possible pour limiter les dégâts. Mais ça, enfin, je ne sais pas si vous pouvez me répondre ou pas, mais enfin, ça pose une question de quel est le type de liaison de données que vous cherchez à opérer avec votre truc, parce que c'est le nerf de la guerre et on le sait aujourd'hui en Ukraine, la guerre ELEC. La guerre ELEC est omniprésente en Ukraine. Il y a deux types de brouillage. Il y a le brouillage GNSS, donc pas sa position, donc c'est la base. Aucun de nos systèmes fonctionne en zone GNSS, donc il faut toujours... on a accès à une technologie qui nous permet de connaître la position avec un fonctionnement que je ne peux pas déployer ici à l'antenne. Mais c'est pas une centrale inertielle. Non. Une centrale inertielle qui est donc ces petits trucs, un certain nombre d'opérations, d'entreprises font, notamment Safran et Electronic Sun Defense, qui est un partenaire du podcast, donc je les cite, mais c'est excellente société d'ailleurs. Bientôt il y aura je suis allé faire un reportage là où ils font les centrales inertielles, donc on voit le truc de fou que c'est. Ouais, bref, ça marche très très bien, ça coûte un peu cher. Donc vous pouvez pas avoir ce truc invraisemblablement précis qui est une centrale inertielle dans chacun de vos effecteurs, quoi. Effectivement, donc on est sur une autre technologie qui n'est pas non plus la navigation optique, parce qu'il y a finalement aussi l'IA permet de faire la navigation optique, et ce qu'utilisent pas nos confrères outre-Rhin qui sont pas des concurrents mais des amis, sur du coup la navigation optique qui permet de déterminer en fait la topographie du terrain, où est-ce qu'on est finalement. Une technologie qui est un peu différente, qui repose sur un peu la triangularisation, voilà, je ne vais pas être trop dans les détails, qui permet du coup d'éviter d'avoir ce brouillage de positionnement. Le deuxième type de brouillage qu'il y a, c'est le brouillage de fréquence. Ça, c'est un peu plus costaud, et que effectivement, on connaît les fréquences qui sont brouillées, c'est qui ne sont pas brouillées vu qu'on est en zone défensive finalement. Donc là, c'est aussi tout l'enjeu. C'est-à-dire, vous risquez pas tellement de vous faire brouiller par un Russe, par contre, vous pouvez vous faire brouiller par des Ukrainiens. Tout à fait. Donc tout l'enjeu, c'est d'assurer cette déconfliction. Et ça, c'est finalement l'un des plus gros enjeux de cette guerre, hein, c'est d'éviter, avec une guerre où il y a de l'intensité et beaucoup de gens qui sont coordonnés, c'est comment on coordonne tout ce beau monde. Et donc nous, on fait de l'évasion de fréquence, donc en utilisant du coup des modules qui font, enfin c'est pas nous, encore une fois, on fait pas de la radio, mais on achète des composants qui font l'évasion de fréquence. Donc l'évasion de fréquence, on change de fréquence toutes les 450 millisecondes. C'est ça, très fréquemment. Donc en fait, même s'il y a une fréquence qui est brouillée, c'est pas si grave que ça. On récupère le signal après. Et si l'ensemble du spectre est brouillé, on a du coup l'IA embarqué. Donc on a un GPU qui est à bord, qui permet de faire du guidage terminal. Tout l'enjeu d'avoir Pixel Lock, du coup, qui est notre software qui fait du coup du guidage terminal, que fait d'ailleurs aussi Safran, très bien. Elle a du guidage optique finalement. Donc on a chopé un pixel qui est chaud, lui dire d'aller à gauche à droite. Donc c'est le guidage terminal. Et donc là, ça se fait à bord embedded AI. Donc vraiment, c'est à bord du drone, où en fait il y a le flight controller, donc qui est le contrôleur de vol, qui est connecté à un GPU, donc qui permet de faire l'IA de tourner et qui en fait lui envoie des commandes sans que l'humain le fasse. Et que l'humain finalement est juste, c'est comme quand vous êtes sur l'autoroute, vous rentrez de vacances. Si c'est l'humain qui appuie sur le bouton, si vous êtes brouillé, c'est quand même un problème. Alors c'est lui qui appuie sur le bouton pour déclencher l'explos, sauf dans les cas où il y a une proximity fuse, et de quel cas c'est
Il n'y a plus besoin d'humains. Donc ça, c'est une explosion. Si ça se rapproche trop d'un shed, de ce qui est de toute évidence un shed, ça peut péter tout seul. Ça peut péter tout seul. Mais du coup, il enlève une goupille de sécurité. Donc il y a plusieurs goupilles de sécurité. Non, mais parce qu'on pourrait imaginer que les sheds, un jour, alors c'est pas exactement le segment sur lequel ils sont, mais et des brouilleurs à l'intérieur du shed. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et je pourrais vous montrer une vidéo. Justement pour tuer le guidage terminal des effecteurs. Enfin, ça... Car encore une fois, de la même manière que pour les Iraniens, il est toujours bon de ne pas prendre trop les Russes pour des cons. Non, loin là, ils sont très intelligents. En fait, ils comprennent les trucs à peu près comme... ils ont d'autres lourdeurs internes et organisationnelles, mais évidemment qu'ils s'adaptent et qu'ils comprennent... Plutôt bien. Il y a une culture d'ingénierie très importante en Russie. Pour avoir passé un peu de temps là-bas, je peux l'attester. Et il ne faut pas du tout sous-estimer ses adversaires, au contraire. Et même les Iraniens d'ailleurs, sont des gens très intelligents et qui ont une culture d'ingénierie, et je pense que nos chers partenaires américains le découvrent à leurs dépens aujourd'hui, que l'industrie iranienne est bien plus sophistiquée que ce qu'ils pouvaient penser. Si on fait une sorte de panorama, parce que vous dites, donc il y a plein de choses que vous faites pas, et c'est très bien comme ça parce que vous n'êtes pas... Je sais pas, enfin, vous n'avez pas vocation à avoir toute la verticalité. Mais si on faisait le bilan de, je sais pas si vous pouvez me répondre. Il y a plein de questions que je vous pose. Je sais pas si vous pouvez me répondre, mais des goulets d'étranglement, des vulnérabilités, des trucs critiques. Là, vous me montrez, je précisais, vous êtes en train de me montrer une vidéo d'interception avec un brouilleur à bord du drone. Et là, on va voir que le flux vidéo va s'arrêter. Là, il va s'arrêter et il va réapparaître quand on sera juste derrière et qu'il va exploser. Le drone intercepteur va exploser. Donc là, il s'arrête, il n'y a plus aucun flux vidéo. On dirait Canal+ à la grande époque. Et là, voilà, ça s'appelle. Donc je mettrai évidemment toutes ces vidéos dans les, enfin toutes celles que vous voudrez bien m'envoyer dans la version vidéo, soit sur YouTube, soit sur les différentes applis de podcast. Bref, vidéo des crashs aussi, je transmettrai. C'est important. Parce que les gens pensent toujours que ça marche, mais évidemment ça marche pas. Il faut le dire. Des crashs en Picardie, vraisemblablement. Pas que. Non, sur tous les composants, puisque vous dites depuis tout à l'heure, il faut faire des radars, il faut faire des trucs, etc. C'est quoi les trucs, j'allais dire les goulets d'étranglement, mais c'est pas forcément des goulets d'étranglement, mais en tout cas les segments où c'est difficile de se fournir pour pas cher. Enfin, j'imagine qu'il y en a plein mais que c'est des difficultés complémentaires, mais si quand même, parce qu'on a tout un écosystème qui est en train de se mettre en branle, un peu lentement peut-être, mais qui se met en branle quand même. C'est quoi, disons, dans les composants, puisqu'on reconnaît que la défense solaire c'est quand même très très important, et puis d'une manière générale c'est extrêmement important d'être capable de produire de la masse à bas coût, ça je pense que le consensus est établi maintenant. C'est quel genre d'équipements qui sont compliqués pour vous à se procurer et à scaler, quoi? Ça dépend des effecteurs, finalement des intercepteurs. Donc nous on a deux gammes, on a le X-Log d'un côté et le Blackbird de l'autre. Sur le volet X-Log, sans rentrer dans la liste trop détails, mais il y a 5 composants qu'on essaie de sourcer au maximum en Europe, mais c'est pas facile à tous les coups. Et on essaie d'avoir un produit le plus China-free, on parle d'ITAR-free, mais aussi l'aspect China-free. Donc là aussi... Donc ITAR qui sont les composants américains sur lesquels ils ont donc un droit de regard relatif. Mais il faut être aussi lucide, hein. Je pense que les Chinois savent très bien quand ils envoient des milliers de cellules de batterie que c'est potentiellement un usage militaire. Donc tout l'enjeu c'est d'avoir des composants différents suppliers, mais reste la question des terres rares, où finalement les terres rares sont possédées pour la plupart du temps par les Chinois, et celles qui sont en Afrique aujourd'hui sont exploitées par des entreprises chinoises aussi. Donc effectivement il y a des composants critiques qui sont liés aux batteries, notamment avec les cellules de batterie. Donc nous on a assemblé du coup une partie de nos batteries en France avec une entreprise française, donc voilà, Cocorico, mais ça coûte 4 fois plus cher, mais au moins on essaie de créer cette supply chain en France, donc c'est des délais qui sont plus longs aussi, mais au moins ils nous aident aussi, il y a une proximité, on dirait il faut changer, passer en 6S3P dans 8S3P qui sont différents en fait, d'étages de batterie sans être technique. Il y a les caméras, mais évidemment aussi, où la France est un des rares pays à avoir une entreprise basée à côté de Grenoble qui fait des super caméras et des sensors en fait qui exportent dans le monde entier, qui est en fait une JV entre deux mastodontes. Donc une joint venture, une entreprise commune. Entre deux mastodontes de la défense française, et donc voilà, ça c'est super de les avoir, et ils font des très bonnes optiques. Donc voilà, sur le X-Log. Sur le volet un peu plus
Blackbird, on n'a pas tant parlé que ça encore, qui est finalement notre drone de nouvelle génération, enfin notre intercepteur de nouvelle génération, qui est pas encore à l'état de l'art, c'est-à-dire qu'il est encore en phase de prototypage finalement, qui finalement a une voilure fixe avec une turbine, ça ressemble copieusement à un Sukhoi 34 avec une turbine en version un peu plus miniature, et dont la turbine est faite en Alsace par un partenaire français qui est exceptionnel et dans toute son entièreté. Et voilà, nous on cherche à faire vivre finalement tout cet écosystème qui n'a pas eu de commande pendant des années et des années. La réalité c'est ça, c'est que nous on est arrivé avec du coup des contrats export notamment, ok, et on est venu faire vivre un écosystème en France. Et des gens qui étaient, pour certains, sans vouloir les citer, mais dans une situation financière compliquée. Et on s'est dit, ok, on a finalement, après, c'est un devoir en tant qu'entreprise un peu plus importante, qui a cette ambition, du moins de devenir un acteur important de la BITD européenne, de soutenir cet écosystème-là. Et donc de choisir, ok, payer plus cher, d'attendre plus longtemps, mais au moins faire vivre un écosystème parce qu'on sera bien content que quand on aura besoin de faire des turbines en France, d'avoir ce type d'acteur présent. Donc, alors que ça coûtait vraisemblablement plus cher que si vous étiez allé en acheter en Chine ou en Allemagne. Oui, c'est sensiblement beaucoup plus cher. En revanche, c'est... très bon choix, le Blackbird. Je mettrai évidemment des photos aussi. Très bon choix esthétique. Toujours la ressemblance avec le Sukhoi 34, c'est quand même toujours élégant. Oui, après voilà, ça va évoluer. Hein. On travaille sur une nouvelle version, forcément. Et donc celui-là, il n'a pas encore de tableau de chasse, il n'est pas encore déployé opérationnellement en Ukraine. Non, mais on espère. Là, c'est des contraintes réglementaires qui nous empêchent de le faire. C'est-à-dire sur l'aspect licence d'export. Voilà. Et je pense qu'il faut en France. Tout à fait. Donc voilà, il y a tout un travail qui est à faire aussi. Donc, mais ça, on a la chance, encore une fois, et il faut le dire, hein, d'être extrêmement bien accompagné par des gens à la DGA qui nous accompagnent dans tout ça. Parce qu'en fait, c'est un peu Astérix Mission Cléopâtre, un peu où il y a un peu... Enfin, on doit trouver un peu le bureau à gauche. Enfin, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de... Mais bon, c'est normal. Et nous, on découvre aussi ça. Donc, on se trompe aussi beaucoup. Et il y a des gens qui ont cette patience de nous accompagner, de nous dire, en fait, non, c'est telle personne qu'il fallait voir. Il faut donner tel document. Et en fait, je commence à... Enfin, je recrute d'ailleurs, et j'invite toute personne qui écoute ce podcast à regarder les offres d'emploi sur Altares, une équipe finalement juridique avec un département export control, etc. Est-ce qu'on peut préciser que les exportations d'armes en France, c'est dirigé par la SIEMG, qui est une commission extrêmement complexe, qui délivre les autorisations d'export, qui est complexe parce que c'est interministériel, c'est pas toujours très public. Il y a des rapports qui sont... on en avait parlé avec Julien Malizard et Jocelyn Droff. Les activités de la SIEMG et surtout les refus d'export sont pas toujours très clairs. Bref. Mais en tout cas, il faut... Ouais. Juste, donc restons... Pourquoi vous en faites un autre ? Puisque le premier, il a l'air bien. Vous aviez l'air plutôt content du truc avec 4 moteurs. C'est quoi le... Je sais pas si c'est une cible différente, mais pourquoi est-ce que vous en faites un autre ? La guerre, finalement, le X-Log, c'est un produit d'hier. Il faut le dire, ça va tellement vite que je pense... C'est pour taper les premiers sheds, ça marchait bien. Ça marchait bien, mais les sheds vont de plus en plus vite. C'est une réalité. Et ça, si on n'est pas sur le terrain, on peut pas le savoir. Et en fait, pourquoi ils vont parce qu'ils ont des meilleurs moteurs. Parce qu'ils mettent une turbine. Alors qu'avant, c'était des moteurs à piston. Exactement. Donc il y a aussi une évolution. Donc en fait, moi, quand mais du coup, ça va être moins cher. Enfin, ça va être plus cher. Plus cher et ça va aller moins loin en revanche. Mais ils vont plus vite, donc plus dur à intercepter. Et donc en fait, moi, quand les Ukrainiens m'ont dit ok, il y a une nouvelle génération qui arrive, et même au Moyen-Orient, on nous a dit la même chose. C'est-à-dire que nous, on est déployé au Moyen-Orient, et on nous a dit il y a les Hadid. Donc le Hadid, c'est la version de nouvelle génération du Shahed iranien, qui vont intégrer une turbine, et comment on fait pour les intercepter. Parce qu'on peut préciser que tout ça monte en gamme, donc les Russes ont beaucoup perfectionné les Shahed, donc les Iraniens, ils les ont perfectionnés notamment avec les antennes multidirectionnelles, ils captent beaucoup mieux, ils sont beaucoup moins brouillables que les premières générations qui venaient directement d'Iran. Le truc est revenu aussi du coup en Iran parce qu'ils partagent leur bon procédé. L'axe du mal. Voilà, non mais bon, c'est ce qui est logique. D'ailleurs, ils ont une JV, ils ont un truc dont le nom m'échappe au bord de la mer Caspienne qui est près de la frontière où ils produisent en commun. Donc bref, c'est pas extrêmement étonnant. Alors après, les Russes n'ont pas lâché énormément d'antennes aux Iraniens, mais cela dit, s'ils changent la motorisation, il y a fort à parier que la motorisation sera changée pour l'intégralité de l'axe du mal avec des gros guillemets, quoi. Et si on extrapole un peu, faut penser aussi à d'autres pays qui sont assez alignés dans les accords sécuritaires avec ce type de pays-là, qui eux aussi travaillent sur la même chose. Donc si on va un peu plus à l'est encore, après Vladivostok, ou un peu plus au sud,
après Séoul. Enfin, après Séoul. Nord de Séoul, ouais. Nord de Séoul. Voilà, et il faut en avoir conscience. Et en revanche, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend que ces pays-là se dotent de ce truc qui marche quand même très bien ? Ou est-ce qu'on est en anticipation ? Donc du coup, finalement, aujourd'hui, le Blackbird, c'est le produit de demain qui a besoin encore de temps de maturation. Donc on n'intercepte pas des shades à turbine avec un Exoc. Avec un Exoc. Non. Et il y en a beaucoup, enfin je sais pas ce que c'est la proportion. De plus en plus, mais au-delà de ça, nous, notre objectif, c'est d'aller aussi plus haut, mais aussi plus vite. Et donc finalement, d'avoir, vu que c'est, comme j'ai dit, c'est des trade-offs entre vitesse, portée, emport de la charge, etc. Il y a plein de causes comme celle-ci. Donc nous, finalement, vu qu'on cherche aussi à couvrir finalement l'intégralité du spectre. Et notre objectif qu'on s'est fixé, c'est dans les 12 prochains mois, d'essayer d'intercepter un missile de croisière, type les KH-101, qui vont à une vitesse légèrement supérieure aujourd'hui que le Blackbird, mais dont on espère se rapprocher au gré des développements et des itérations qu'on fait. Parce que le KH-101 reste une menace importante, donc c'est un missile de croisière soviétique qui date des années 70, mais je peux vous dire, et pour l'avoir... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et enfin, moi, c'est peut-être une revanche personnelle, mais pour avoir été assez proche d'un qui est tombé pas très loin de nous. Je veux dire, c'est un missile air-sol, donc porté plutôt par... c'est lancé par Tupolev, exactement, mais qui a une grosse portée, mais qui a une trajectoire qui est très balistique finalement. Et donc il y a beaucoup moins de manœuvres d'évitement qu'un Shahhed. Donc ça va le détecter au bon moment, on peut l'intercepter. Mais il faut aller très vite, du coup. Il faut la prédiction de trajectoire, donc là c'est l'algorithme d'IA qui s'appelle des algorithmes de RNN, donc Recurrent Neural Networks. Je sais pas l'équivalent en français, mais bon, RNN quoi, et qui permet de faire la prédiction de trajectoire et de déterminer où est-ce qu'il sera en fait et où est-ce qu'on peut l'intercepter avec des données radar encore une fois, etc. Donc ça, en termes de missiles de croisière, c'est quoi ? C'est le produit d'entrée et après il y a les calibres. Ouais. Et donc là on laisse ça encore à des boîtes comme Lockheed Martin ou Raytheon, etc. Mais on a aussi fait le choix côté Altares de s'allier avec des leaders de la défense solaire sur le continent européen et avec lesquels on travaille aujourd'hui sur des programmes européens, mais aussi français, où il y a de l'échange d'expertise, où eux, en fait, ils savent très bien faire des choses, mais il manque cette agilité, cet accès au terrain que nous, on a, mais il nous manque, nous, un peu le recul, ou l'accès à tel type de composants qui permettent de gagner 40% en vitesse, ce qui nous manque pour aller taper le KH-101. Et donc, mais du coup, vous sortez un peu de votre gamme de prix et de votre positionnement actuel. Alors, qui est de faire de la masse efficace, quoi. Ça restera... Non, vous pensez que même en intégrant les trucs là, disons l'infrastructure que vous avez, ça vous permet de baisser les coûts significativement par rapport à ce qu'il y a sur étagère actuelle. Tout à fait. Parce qu'on n'intègre pas le coût R&D finalement dans nos produits. Et que si c'est pas nous qui le faisons, ce sera d'autres qui le feront, donc autant le faire. Donc encore une fois, il y a un peu une logique de gagner de l'argent, une logique de gagner une réputation et de travailler sur des problématiques que beaucoup de gens ont délaissées parce qu'ils pensent effectivement que la sécurité aérienne allait tout régler, mais en fait, que nenni. Quand il y a un drone qui passe la frontière de la Roumanie qui tombe sur un immeuble, il n'y a pas de supériorité aérienne, il n'y a pas de F-16 en permanence qui vole en l'air. Et si on avait, comme ont fait les Polonais en septembre l'année dernière, ça serait très coûteux et ce serait un peu ridicule. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de s'allier avec les bonnes personnes. Et que ce soit ceux qui fournissent des petits composants mais à très grande échelle ou ceux qui font des systèmes qui font l'intégration. Et donc Altares a fait le choix aussi de faire ce travail d'hybridité entre acteurs déjà existants et start-up émergentes parce que en fait leurs forces sont nos faiblesses et vice-versa. Mais donc voilà, c'est un choix qu'on a fait qui appelle aussi à beaucoup d'humilité parce qu'on se rend compte qu'on avait faux sur beaucoup d'aspects. Mais eux aussi, parfois, ils le reconnaissent aussi et ça marche plutôt bien. Donc on est très fiers d'avoir ce type d'acteurs qui nous ont fait confiance, qui ont réussi à convaincre en interne des gens de dire ok, il faut bosser avec des acteurs qui émergent, qui se sont dit mais c'est qui ces gens qui arrivent, pourquoi on bosse avec eux, ils veulent prendre notre place? Non, on vient prendre la place de personne, on vient juste travailler ensemble pour résoudre une problématique en fait. Il se trouve que, ça n'engage que moi, mais sur le segment de la défense solaire, il y a peu de place à prendre, disons, parce que, il y a pas grand monde qui était en place et qui était capable de produire des choses à l'échelle et dans des coûts raisonnables, parce que sinon, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. On le sait, je veux dire, il y avait déjà, maintenant il y a quelques années, les grands états de la défense solaire que le président Macron avait voulu, je crois, autour du Bourget. C'était pas la dernière édition du Bourget, ça doit être celle d'avant, je pense. Bref,
ça n'engage que moi, mais les industriels ont délaissé ce truc-là depuis très longtemps parce que c'était pas identifié comme une priorité. Et donc évidemment il s'agit pas, il n'y a pas besoin de déloger les gens. C'est voilà. Juste, mais non, mais ça pose la question de l'avenir de la société et puis surtout de votre focalisation sur l'Ukraine, ce qui est compréhensible avec votre parcours personnel, puis l'histoire de la société et puis l'actualité du moment qui est évidemment le truc le plus préoccupant. Et je veux pas dire du tout que la Russie va pas diminuer comme danger stratégique, mais en tout cas là il y a une sorte d'immense centralité du terrain ukrainien. Et en même temps, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Il y a évidemment le Golfe depuis quelques temps, où on a vu les compétences anti-drones ukrainiennes être pour le moins sollicitées par les pays du Golfe. Ukrainienne et pas forcément qu'ukrainienne d'ailleurs, mais ça pose la question de... Pour le dire un peu crûment, eux, ils ont du pognon, ils en ont même beaucoup. Et c'est un segment qu'ils n'avaient pas forcément identifié comme quelque chose... non, mais c'est assez connu que depuis des décennies, c'est des gens qui sont une bénédiction pour les industriels européens d'ailleurs, parce qu'ils pouvaient attendre, ils pouvaient acheter des trucs très chers, ils avaient énormément de moyens, ils n'étaient pas spécialement pressés pour les carnets de commandes. Là, visiblement, ils le sont. Aujourd'hui, ils le sont, et ils sont peut-être un peu plus sensibles à la logique économique des échanges de salves, c'est-à-dire au fait qu'on ne peut pas tirer des PAC-3 pour intercepter des Shahed, c'est pas forcément un dialogue qui était dans les mêmes termes il y a 6 mois, quoi. Donc c'est pas tant ça, c'est que les PAC-3 ont un backlog de 5 ans. C'est qu'en fait, au début de la guerre au Moyen-Orient, certains pays du Moyen-Orient dans son ensemble, sans les citer, ont cramé 35% de la réserve mondiale de PAC-3 en 10 jours. Mondial, c'est-à-dire que donc c'est des pays qui sont pas forcément des pays du Golfe, plutôt plus le long de la Méditerranée, et qui ont eu une utilisation abusive et qui sont allés demander, en plus, à taper dans les stocks américains qui étaient d'ailleurs destinés à l'Ukraine. Et donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'avenir, il y a des marchés qui s'ouvrent. Le Moyen-Orient est un exemple, mais aussi l'Asie. Le Moyen-Orient est, je pense, traumatisé de ce qui s'est passé. De dire qu'il y a une guerre qui a commencé sans qu'on les prévienne. Et où il y a des stocks qui pensaient relativement bien fournis, mais en fait pas tant que ça. Et en plus, le fait que les Américains leur disent, vous pouvez me donner tous les milliards que vous voulez, on n'a pas de stock et on ne peut pas produire plus vite que ce qu'on a actuellement. Parce qu'en fait, les Saoudiens, comme d'autres pays du Golfe, il faut savoir les Américains, on dit, écoutez, passez nouveaux patriotes. Mais on dit, non, on n'en a pas. Il faut attendre 5 ans. Parce qu'il y a un backlog, il y a déjà des milliers de commandes des Polonais, des Coréens, etc. Donc il va y avoir d'autres acteurs, en Asie notamment, mais aussi dans les pays européens. Et là, tout l'enjeu, ça a été pour nous, en tant que nouvel acteur, d'être identifié. Et c'est là où aussi la DGA a un rôle, et on doit le dire, et on doit rendre à César ce qui appartient à César, ce qui nous ont aussi aidés, parce que finalement, être dans la famille de la BITD française, il y a des plus, il y a aussi des moins, mais bon, il y a beaucoup de plus. Et là déjà, ce rôle non pas seulement que d'experts, quand je disais sur les terrains d'essai, mais aussi le rôle finalement d'aider à des entreprises européennes, ou enfin du moins françaises, à intégrer des marchés parce qu'ils ont une connaissance très fine. Parce que dans chaque ambassade, il y a ce qu'on appelle des attachés d'armement, qui ont ce rôle de mapper en fait les besoins du client et de créer cette relation. Et ça, c'est un truc qui est hyper fort. On a le plus grand réseau diplomatique au monde. Enfin, le deuxième plus grand réseau diplomatique au monde. Donc ça, c'est assez formidable. Et donc, on a été un peu propulsé là-dedans sans être préparé, je pense. On s'est dit, on a une guerre à gérer en Europe de l'Est, c'est déjà pas mal. Et là, une deuxième. Donc, ça a été un gros bout de travail. On a dû beaucoup recruter, onboarder les gens. Et aussi, c'est de chercher, en fait, comment on peut envoyer une partie de ce qu'on faisait dans d'autres régions tout en gardant la confiance du client qui est l'Ukraine, qui pour nous est notre priorité numéro 1. Et donc ça n'a pas été facile, loin de là, et on n'a toujours pas résolu le problème. Il y a encore plein de problèmes de supply chain, de transport, comme je disais, des batteries. On a un problème aujourd'hui à envoyer par avion cargo des batteries, etc. Mais aussi surtout d'intégration sur place. Parce que qui dit défense solaire à déployer dans un nouveau pays, dit aussi formation des PACs sur place. Donc des personnels. Des personnels, mais aussi intégration dans un écosystème radar, qui est peut-être pas aussi open que celui ukrainien.
Et donc voilà, il y a tout un travail à faire, on fait d'adaptation parce qu'un drone, un intercepteur qui vole, en conditions désertiques où il fait 50 degrés à l'ombre et qu'il est noir parce qu'on s'est dit ouais, c'est beau d'être noir et en fait non, le noir ça attire le soleil et bah du coup ça chauffe à l'intérieur. Et puis par ailleurs il n'y a pas d'ombre donc et les grains de sable qui rentrent dans les moteurs et qui font derrière, hardware is hard, encore une fois, truth is in the field, ça fait deux, voilà, mais c'est la réalité en fait. Et si on n'est pas là-bas, on peut pas s'en rendre compte. Et donc finalement ceux qui ne sont pas sur place peuvent finalement critiquer, et on a été beaucoup critiqués parce que tout ne marchait pas aussi bien que prévu. Bah oui, c'est le principe d'une opération militaire. Il y a les canons qu'on forme finalement. Et oui, on n'a peut-être pas anticipé que quand on faisait décoller en décollage vertical, il y a des grains de sable qui pouvaient aller dans le moteur, le faire dérailler. Ou que en fait, la couleur noire, si on aurait pu réfléchir, mais en fait, on n'avait pas de recul. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut mentionner, qu'il faut en fait dire aujourd'hui à l'audimat, de dire que c'est pas aussi simple, que derrière tout ça, c'est des hommes et des femmes qui ont bossé dessus. Et aujourd'hui, voilà, on a une équipe assez conséquente au Moyen-Orient qui s'est déployée avec du coup des systèmes dans plusieurs pays du Golfe, petit 1, avec des belles perspectives. Donc c'est pour ça aussi qu'on met les moyens nécessaires, mais aussi l'Asie. Parce qu'en fait, l'Asie voit tout ça en œil, en mode, effectivement, avec... on est les prochains. Je pense la venue de Trump à Pékin, ou est-ce qu'il y avait un deal sur Taïwan. Je pense qu'il y a une prise de conscience côté asiatique. Donc tous les alliés historiques des Américains en Asie se sont dit, en fait, ils vont nous laisser tomber, comme ils ont laissé tomber les pays du Golfe, qui pourtant étaient des très bons clients. Donc est-ce qu'on ne va pas se tourner vers des acteurs européens, qui eux sont là, et qui ont du moins une constance dans la politique extérieure, du moins pour l'instant, grâce aussi à une certaine stabilité, peut-être pas des gouvernements, mais au moins je pense la politique extérieure française a connu une stabilité, et on espère que ça va continuer même avec l'élection présidentielle qui va suivre prochainement. Mais en fait, ça pose aussi la question de l'avenir de la société, de comment vous envisagez dans cet écosystème de la défense solaire plus large. On dit qu'il y a une remontée en puissance évidente, qui est à ce stade presque une montée en puissance. Non, mais comment vous envisagez, parce que visiblement vous changez un peu de gamme aussi, vous allez vers du plus haut du spectre. En même temps, on l'a dit, mais il y a des acteurs qui sont très installés depuis très longtemps, qui font du très haut de gamme. Donc vous n'avez pas forcément, je ne sais pas si vous envisagez d'aller aussi dans ce très haut de gamme, de faire, des intercepteurs de missiles de croisière ou balistiques, de croisière oui, mais pas tous. Voilà. Et aussi de votre valeur ajoutée, parce que le corollaire de tout ça, c'est aussi que quand ça va se calmer en Ukraine, alors ça arrivera dans 5, 10, 15... non mais... Personne n'a de boule de cristal. Personne n'a de boule de cristal, mais il y a une industrie, tous les industriels le savent, il y a une industrie ukrainienne considérable, invraisemblable, qui a acquis une compétence gigantesque, et ces gens-là ont un marché évidemment en Ukraine, mais soit que ça se calme en Ukraine, soit qu'ils démultiplient à un certain point leur capacité. C'est aussi de la concurrence qui va arriver sur un marché plus global, y compris européen. Donc voilà, la question c'est comment vous envisagez de vous positionner à la fois en termes de segments et aussi en termes de changement du paysage, parce que vous êtes un nouvel acteur, mais il n'y a pas que vous comme nouvel acteur qui va arriver, disons, dans la défense solaire de l'avenir. Il y a deux temps dans la réponse qui est apportée. Le premier temps, effectivement, c'est comment on s'intègre avec les acteurs déjà existants et comment on fait évoluer notre offre en cherchant plus loin, plus haut, plus vite. Et donc finalement, c'est tout l'enjeu un peu de ces alliances qui sont en train d'être forgées aujourd'hui et qui seront annoncées, que ce soit Rosatori ou ELA à Berlin, où on va faire du coup des choix qui vont être un peu audacieux, d'aller faire des partenariats un peu stratégiques avec ce type d'acteurs-là, pour aller chercher plus haut, plus loin. Est-ce que plus haut, c'est l'interception au-delà des missiles, mais peut-être de certains satellites en basse orbite. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles nos ingénieurs travaillent avec d'autres sociétés. Et finalement, la guerre ne va pas s'arrêter pour autant demain. Malheureusement, on ne peut que le regretter. Parce qu'on a... Voulez-vous mettre à aller taper des Starlink pas des Starlink, mais en l'occurrence... Ouais. On regarde l'ensemble du spectre avec des gens qui sont compétents dans le domaine. Et l'Europe a la compétence que peu de continents d'envoyer des satellites.
Est-ce que quand on envoie des satellites, on doit les défendre ? Je pense que oui, il y a un sens à avoir ça. Qui fait ça ? Voilà, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Donc aller plus haut, plus vite aussi, donc aller chercher à plus de vélocité, donc en augmentant la poussée de nos turbines, avec du coup en mettant peut-être différents types de carburant. Il y a vraiment plein de choses qui sont allées chercher. Donc ça, là-dessus, on travaille. Donc c'est un travail de R&D finalement, qu'on prend sur nos fonds propres. Et donc on a des investisseurs qui nous soutiennent de manière conséquente dans cette dynamique-là, petit 1. Donc ça, c'est vraiment sur vraiment l'aspect plus produit en tant que tel. C'est-à-dire, vous avez l'intuition qu'il y a d'autres segments qui sont à conquérir, qui sont. Il n'y a pas besoin d'aller manger sur. Il y a plein de trucs qui apparaissent et de vides capacitaires que avec votre savoir-faire vous pouvez aller taper, quoi. Le savoir-faire d'une part, mais aussi la culture d'entreprise. Comme je l'ai dit, je pense que la première chose qu'on déploie sur le terrain, c'est la culture. La culture de la boîte, voilà, on a un uniforme chez Altares, voilà, c'est Salomon au pied, Salomon en haut, petit pantalon tactique. Et voilà, on représente aussi une société, donc c'est ça qu'on déploie, et cette agilité, ce côté un peu, on va bosser jour et nuit à vos côtés, à côté des forces, conditions où il fait très chaud ou très froid ou très humide, et on va essayer de résoudre la problématique. Donc il y a ça qu'on cherche à maintenir, mais je pense pour répondre aussi au deuxième segment de la question sur quid de l'industrie ukrainienne finalement, qui le jour où on peut que l'espérer, l'Ukraine n'aura plus besoin de toutes ces sociétés. Il y a deux manières d'approcher ça. Est-ce qu'on fait un petit autruche, on dit on verra quand ça arrivera, et puis pour l'instant on a encore un boulevard entre guillemets relativement, un coordonnage relativement praticable entre guillemets, ou alors on prend les devants et on vient faire ces partenariats avec ces boîtes ukrainiennes et de se dire que le jour où elles exporteront avec nous dans un écosystème intégré avec du temps sur le terrain qui a rapproché les liens, et c'est là où nous on a un rôle à jouer aussi, vu qu'on ait cette présence en Ukraine, et je peux que inciter toutes les boîtes de défense à avoir des bureaux là-bas, même si c'est parfois un peu sport, mais à créer des partenariats. Il y a certaines d'autres boîtes dont je vois le patch derrière qui ont ces réflexes-là d'être présents, et on a grand plaisir à partager un plat géorgien à Kiev avec ses ingénieurs français, et ça c'est une chance en fait. Et même d'autres boîtes européennes qu'on croise, de partenaires allemands qui sont sur place, et on prend des verres avec eux. Il y a un peu ce côté solidarité, et il faut être présent, il faut accompagner ces boîtes ukrainiennes, parce que si demain elles ont une situation qui sera plus avantageuse que nous parce qu'ils ont l'expérience mais aussi la maîtrise des coûts, et mieux vaut être dans leur camp que face à eux. Donc c'est maintenant qu'on fait les joint ventures pour préparer l'après, quoi. Enfin, pas forcément les joint ventures, mais en tout cas on tisse les liens. Ok. Et et d'ailleurs c'est... Enfin bon, j'allais dire, il y en a d'autres sur le... C'est-à-dire, vous faites... on n'a parlé que de vous, c'est normal. Non mais, est-ce que... c'est qui vos concurrents ? Je peux vous poser la question ou pas ? Alors, on n'a pas... je vois pas ça comme des concurrents. Je vois ça comme des sociétés qui peuvent avoir des produits qui sont analogues ou similaires aux nôtres. Typiquement, le truc qui vient en tête, c'est Anduril, mais il y a aussi potentiellement Helsing, même s'ils font pas les mêmes fonctions. S'ils vont l'annoncer. Ils vont annoncer... je travaille pas de secret, mais ils vont... Je sais pas quand le podcast va sortir, mais ils vont annoncer des produits similaires aux nôtres, mais ils ont raison, parce qu'il y en a besoin. Moi, la réalité que je vous partage aujourd'hui... Mais les deux que je viens de citer n'ont pas la même taille que vous, c'est ça qui est... c'est pas ça. C'est que la réalité que j'ai, c'est que moi, je suis dans mon sprinter au sud-est de Zaporijia, parce que j'y vais une fois par mois, enfin pas que à Zaporijia, mais dans d'autres endroits, passer une nuit sur le terrain avec les personnels de l'armée ukrainienne, et que je raconte ce qui se passe après, que ce soit aux dirigeants d'État comme le président Zelensky ou à mes ingénieurs. La réalité, c'est que moi, je me sens très seul. Parce qu'à ma gauche ou à ma droite, je vois pas tant de ces acteurs-là, mais je vois beaucoup d'entreprises ukrainiennes qui sont présentes. Donc non, en réalité, ces personnes-là qui font un travail formidable, aujourd'hui, je souhaiterais qu'elles soient à côté de moi, parce que il y a tellement de travail finalement qu'on a besoin de voir d'autres acteurs émerger comme nous. Et aujourd'hui, il y en a un qui est comme un des meilleurs, la référence qui est très peu connue, mais qu'il faut donner le nom, c'est Merops, c'est la société d'Eric Schmidt, qui est l'ancien CEO de Google, donc qui a fait le parti pris aussi d'investir 30 millions d'euros dans cette boîte américaine qui a cette présence importante en Ukraine. Ils ont fait le pari de donner gratuitement à l'armée ukrainienne 3000
intercepteurs. Et ils sont créés un peu la référence avec, en collectant de la donnée, en apprenant, etc. Et je trouve ça hyper audacieux. Et tout à l'honneur de Eric Schmidt, qui est un CEO un peu charismatique. Quand on le croise au Fairmont à Kiev, il est très... il a entouré tout son staff. Fairmont, qui est donc un hôtel, un bon hôtel. Où il y a de l'ensemble de InQtel, j'espère que les Russes n'écoutent pas ce podcast pour cibler. Je pense qu'ils sont au courant. Et c'est très... on l'a déjà dit dans ce podcast. C'est pour ça que je dis. En vrai, tout le monde sait dans quels hôtels sont beaucoup des représentants occidentaux à Kiev. Enfin bon, ça fait maintenant 4 ans que les gens se croisent dans les mêmes hôtels à Kiev. Et où Altares n'est pas. Où vous êtes à l'Ibis Budget. C'est une petite Stalitsa, c'est un peu soviétique, mais bon, non, je vais pas dire où est-ce qu'on est. Non, mais blague à part. C'est la mais non, mais alors ça peut être la dernière question. C'est quand même parce que tous ceux qu'on vient de citer ont énormément de pognon. Helsing, Anduril, c'est des levées de centaines de millions d'euros. Milliards. C'est des milliards. Ils sont passés ils ont levé milliards. Je vous souhaite que ce soit la même chose, mais je crois que c'était pas encore la même chose la dernière fois que vous avez levé. Et non, mais ce qui renvoie à des problématiques qui sont extrêmement importantes de financiarisation des industries de défense en France, où on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro, mais ça n'a jamais été un grand problème, ni pour Dassault, ni pour les très gros. Par contre, pour les petites boîtes et les startups, le financement et la dette, ça a souvent été un peu plus problématique. Les levées de fonds aussi. Alors, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement, notamment depuis 2022. Ma question, je ne vous demande pas où sont vos levées de fonds et quand est-ce que vous atteignez le milliard, parce que c'est pas je vous le souhaite, mais la question, c'est comment est-ce que vous constatez, parce que j'ai pas souvent quelqu'un au micro qui est de l'autre côté des levées de fonds, qui est dans les levées de fonds d'ailleurs, disons l'appétence et la capacité de lever, de collecter l'argent nécessaire pour investir, spécialement quand vous êtes dans un business model qui est encore, qui n'a pas vocation à être rentable maintenant. Donc, si vous n'avez pas vocation à être rentable maintenant, ça veut dire qu'il vous faut des investisseurs. Donc, où est-ce que ça en est, et disons, quel est le paysage, quelle est l'ambiance pour des startups comme la vôtre, quoi? Alors, il faut poser un peu un constat qui est que les venture capital, donc les fonds d'investissement qui investissent dans les startups, n'investissaient pas traditionnellement dans la défense parce qu'il y avait des normes qu'on appelle les normes ESG, donc c'est des normes environnementales, sociales et gouvernementales qu'imposait l'Union européenne à tous ces fonds d'investissement de dire vous n'avez pas le droit d'investir dans le tabac, dans les munitions et dans la défense de manière générale. Donc finalement, la défense, les entreprises, les startups ont été sous-investies et il y a eu quelques boîtes qui ont permis de faire des percées, que ce soit Préligence, qui a quand même une des premières startups, qui a marqué un peu. Désormais Safran AI, qui s'est fait racheter par Safran. Tout à fait, mais aussi d'autres boîtes, comme je vois le logo encore une fois derrière, qui ont réussi à faire des belles levées de fonds et dont ils ont eu aussi J'aime beaucoup ce mystère parce que même ceux qui verront la vidéo, les logos sont... j'ai un mur de patch dans le studio qui est complètement hors cadre, donc les auditeurs ne pourront qu'essayer de deviner qui sont ces entreprises astucieuses. Mais voilà, qui ont réussi à faire lever des plafonds de verre et à un peu ouvrir les chakras entre guillemets de ces venture capital qui se sont mis progressivement à investir de plus en plus dans la défense pour une raison, qui est le discours d'Ursula von der Leyen il y a un an, où elle a dit en gros en réaction à un peu discours de Munich, de J.D. Vance, etc., dire en fait il faut que l'Europe se dote d'une industrie, que la défense en fait c'est crucial, que l'environnement, la stabilité économique, tout ça peut partir en vrille le jour où il y a une guerre en fait. Donc mieux vaut investir aujourd'hui et ne pas dépendre des Américains ou des Chinois ou des Turcs. Et donc finalement il y a eu c'est quand même merveilleux qu'on soit arrivé là, ouais, on en soit revenu à ce truc de faites gaffe parce que s'il y a la guerre il n'y a plus grand chose d'autre, ce qui est quand même à peu près une vérité intemporelle de l'humanité. Ouais, donc on a tendance à oublier parce que 80 années de paix, et c'est la beauté, la réussite, et moi je suis un Européen convaincu. Parce que j'adore, pour moi il y a un côté, encore une fois, cette Europe d'Erasme ou de Kiev à Paris, c'est les mêmes gens, la même culture, et même la même aspiration finalement, et je pense qu'on a besoin de défendre cette Europe-là. Et donc moi je donne un très bon œil aujourd'hui que des venture capitaux, des sociétés de fonds d'investissement
aujourd'hui européens émergent et finalement financent de plus en plus de startups aujourd'hui qui beaucoup en Allemagne parce que en fait le financement est adossé à des contrats. Donc finalement que si on veut investir, si on veut qu'il y ait des startups qui soient bien financées, il faut leur donner des contrats. Voilà, c'est peut-être le dernier maillon qui nous manque, le fait de libérer entre guillemets, la commande publique, ce que les Allemands font parce qu'ils n'en avaient pas en fait. Ils ont un budget qui est colossal parce qu'en fait ils ne vont pas de tellement loin qu'ils ont besoin de tout créer. C'est-à-dire qu'en France, on avait déjà des primes existants où il y avait une expertise que les Allemands n'ont pas. Et donc finalement le succès qu'on voit outre-Rhin entre Quantum, Helsing, Stark qui va annoncer très prochainement une levée de fonds colossale et qu'on n'a pas encore en France, c'est que en fait il y a des contrats qui sont passés sur des dizaines d'années à ce secteur-là, qui même ils n'achètent pas finalement un produit tel qu'il est, mais un produit tel qu'il le sera demain. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, pour nous Français, si on veut rester dans la course, c'est de faire ce type de grand programme, mais aussi d'avoir cette part d'agilité et de soutenir en fait des développements et des itérations sur un produit qui a un certain niveau de TRL, donc de maturité entre guillemets, et maturité technologique. Voilà, et qui va venir évoluer au gré aussi des retours et finalement de ce triptyque force industrielle et donneur d'ordre qui fera le succès de notre BITD française demain. Merci beaucoup, Adrien Canter. Merci Alexandre. Je vais signer. Bon, évidemment, on peut retrouver toutes sortes de choses sur le site Delta, ce qui est très bien fait d'ailleurs, excellent site. Non, mais c'est vrai, il fut un temps pas si lointain où les industries, les entreprises de l'armement avaient des sites qui étaient franchement pas terribles. Ça a tendance à évoluer. C'est 109 qui arrive. C'est un signe des temps, peut-être. On pourra évidemment vous retrouver aussi à Eurosatory. Je ne sais pas exactement quand cet épisode sera diffusé, mais ce sera autour d'Eurosatory. Donc vous serez vraisemblablement à Eurosatory. Hall 4, exactement. En train de faire voler des trucs. Et espérons. Peut-être pas de les faire. Non, mais vous faites des démonstrations à Eurosatory ou pas ? Faut jouer avec mes équipes. Mais c'est une question par ailleurs intéressante parce que dans des trucs. Faut venir en Picardie ou en Ukraine pour la démonstration. Écoutez, je viendrai avec plaisir, peut-être plus en Picardie. Encore que. C'était donc. Donc on peut vous retrouver assez facilement pour tous ceux qui sont intéressés, votre stand sur Eurosatory et vos différentes actualités. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux et sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube, où donc on aura compris qu'il y a la vidéo et que en fonction de tout ce que vous allez me fournir comme vidéo plus ou moins classifiée, je les mettrai sur la version vidéo de cet épisode pour voir ces choses-là parce que c'est aussi extrêmement intéressant. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.